Blanet à moi-même, Virginie Michaud à Tribel Boulot et Florian Michaud, M. Delinot. Il nous faut, je vais dire, une secrétaire de séance. Sinon, Chantal va se déclarer si je ne lui demande pas. Donc, Chantal, c'est déjà. Donc, si vous en êtes d'accord, Chantal, c'est secrétaire de séance. Premier point, l'approbation du PV du Conseil du 29 septembre 2021. Vous avez tous lu, consulté. Est-ce que vous avez des remarques? Alors, j'ai. Sur un des le maître, il est devant, je demande. Moi, j'ai pas de la culture, Alors, je disais donc que j'ai reçu 2 pages de commentaires de M. Levert. Donc, comme les conseils précédents, je ne les lirai pas. Parce que des remarques sur un compte-rendu de réunion à laquelle on ne participe pas, ça ne m'intéresse pas. Bon, on les mettra quand même au PV de la réunion d'aujourd'hui. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, à l'unanimité. Les décisions que j'ai signées, grâce aux délégations de pouvoir que vous m'avez données. Donc la 54, un contrat de prestation avec la société Paloma pour l'animation maquillage artistique du 27 novembre 2021, pour un montant de 600 € TTC. Donc ça, c'est pour le marché de Noël. La 55, signature du contrat d'utilisation de la machine à affranchir avec la Poste. Donc, évidemment, le paiement, c'est au coût d'affranchissement. Ce que je peux vous donner comme info, parce que c'est quand même important, c'est que ça représente, l'affranchissement, ça représente environ 12 000 € par an. Ce n'est pas négligeable. Donc, on a encore des progrès à faire sur la dématérialisation. J'ai une petite question. Oui. Lors du dernier conseil municipal, on avait pris acte d'une délibération, la 53. Et la 2021-053, excusez-moi, c'était pour la location d'une machine à franchir. Est-ce que c'est la même chose? On remplace, en complément? D'un côté, tu loues la machine et de l'autre côté, c'est le consommable, c'est la consommation. Ah oui, un contrat avec la poste pour le consommable. Ouais. Est-ce que là, ça coûte rien du tout et qu'avant, ça coûtait 519, c'est ça? C'est pas que ça coûte rien du tout. Il y a la machine qui coûte parce que c'est un prestataire extérieur à la poste. Et vous avez la poste après où on a l'affranchissement. Et là, il faut quand même signer un contrat avec eux parce qu'on est en lien avec une machine. Voilà. Et donc là, on verra au coup par coup quand on aura affranchi nos courriers, bien évidemment. En fait, on loue la machine, on ne l'achète pas, donc c'est une location de machine. Et après, tu payes la consommation. D'accord. Okay. Et donc, c'est 2 contrats différents. Il y a un lien entre eux. Le contrat, par exemple, c'est le fabricant de machines, sont 2 à peu près sur le marché. Un peu plus, voilà. Et après, l'affranchissement, c'est la poste. D'accord, ok, merci. Donc la 56, un contrat d'engagement avec l'association Mule à Vache pour le concert celtique du 12 décembre 2021 pour un montant de 1 000 € TTC. Le groupe, je le connais d'ailleurs, je vous conseille d'aller assister à ce concert. La 57, donc c'est une annulation et un remplacement de la 050 pour la signature du marché de travaux pour la réfection de la chaussée des trottoirs de la rue du Coteau Nord, pour un montant de 139 630,10 €. La 58, la signature du contrat de prestation de services informatiques numéro 230 920 21 SA avec la société PSI pour un montant de 2 766 € TTC pour 2021-2022. Et là, en même temps, je réponds à la question de Saint-Chéron en avant qui posait la question sur le type et le contenu des prestations de services. Donc, en fait, c'est pour la maintenance des 6 écrans numériques informatiques qui ont été installés dans les écoles maternelles et l'école élémentaire du Pont. En fait, ils reprennent la maintenance des écrans actuels, plus ceux qu'on a rajoutés. Voilà, c'est vraiment l'ensemble du parc numérique des écoles. La 59, la signature d'un contrat d'engagement avec l'association Rue de la Gare pour le concert du 30 octobre 2021 pour un montant de 500 € TTC.
la 060, un contrat d'engagement avec l'association Musical du Bois pour le concert Woodstown du 15 janvier 2022 pour un montant de 2100 € TTC. Je sais pas où ça. Il y a un très bon groupe aussi. Donc maintenant, nous allons passer à l'ordre du jour. Donc le premier point, qui est un point important, c'est le rapport annuel sur la qualité et le prix du service public de l'eau potable pour l'année 2020. Et là, je remercie d'avance le cabinet RH qui est présent et qui va nous faire une présentation sur ce sujet ô combien important. Merci pour votre introduction, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est un petit rappel réglementaire, même si c'est un exercice dont vous êtes certainement accoutumés. Donc, le rapport sur la qualité du service avec son nom barbare est issu d'une réglementation qui impose évidemment d'avoir à rendre compte du service public qui est exercé et de sa consistance. On va passer, c'est un rapport qui est annuel et derrière on va détailler en fait l'ensemble du service sur la commune. Donc le territoire, vous connaissez, un peu plus de 5000 habitants. C'est un rapport qui concerne l'eau potable. Le mode de gestion que vous avez choisi, c'est un mode de gestion dit par affermage. Donc c'est un partenariat que vous avez choisi de faire avec une entreprise qui est la société Veolia en l'occurrence. Un contrat assez récent puisque rentré en service au 1er juillet 2019 avec une durée de 12 ans et une échéance donc programmée au 30 juin 2031. L'activité confiée comprend toute la partie gestion, c'est-à-dire du stockage, de la distribution et de la vente aux usagers. La commune garde pour sa part évidemment la maîtrise sur la partie patrimoine. Les prestations détaillées, vous les avez là, je vais peut-être vous en faire grâce. Hein. Le principe, c'est vraiment ces deux axes. Une partie patrimoniale qui appartient à la commune et qui va intervenir dessus, et une partie fonctionnement qui est du côté de votre délégataire. Ensuite, donc, sur le patrimoine même du service. Donc aujourd'hui, le patrimoine est décomposé de la façon suivante. Vous avez 2 stations de reprise, vous avez 2 ouvrages de stockage pour un volume total de 1500 m3, décomposé en un de 1000 et un autre de 500 m3, 40 km de linéaire de réseau, donc vous avez un linéaire de réseau pour une commune de cette strate qui est relativement important, c'est important d'avoir ça à l'esprit, 1849 branchements et un peu plus de 1940 compteurs, donc qui permettent de évidemment comptabiliser les volumes qui sont livrés aux différents abonnés. Pour le nombre d'abonnements, on voit qu'on a une légère augmentation, mais alors c'est vraiment sensible, à 0,54, c'est tout à fait plat. Pour autant, c'est significatif du fait que d'une année sur l'autre, 0,54, quand on les met bout à bout, vous allez retrouver en fait l'évolution de la population sur la commune naturellement. Vous avez la consommation annuelle moyenne qui elle aussi reste plutôt stable. Sur les caractéristiques du service, donc vous avez vous n'avez pas de production propre d'eau, donc ce qui se passe, c'est qu'on importe de l'eau, donc on va acheter de l'eau à des structures extérieures et on va les mettre en distribution. Donc vous avez un peu plus bas la décomposition entre les différents fournisseurs, donc le CIEP, le plateau de Beauce et le CIEP d'Auvergne. J'ai de mal à faire les choses. Sur les caractéristiques du service, donc sur les volumes vendus, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, on reste relativement stable, avec une légère diminution par rapport à 2019. Alors ça peut souvent s'expliquer par des effets météo, tout simplement. Hein. Il y a une année où il fait un peu plus beau, puis une autre. Il suffit qu'il y ait quelques piscines, et puis rapidement on a la différence entre une année et l'autre, quand on a des écarts aussi légers. Sur la tarification et les recettes. Donc, la tarification, elle se manifeste de la manière suivante. Il y a une part que l'on appelle collectivité. Donc, cette part collectivité, elle va permettre d'abonder le budget géré par la collectivité pour à la fois mettre en œuvre ce qu'on appelle l'autorité organisatrice, c'est-à-dire le contrôle
de votre partenaire privé. Elle va aussi servir, évidemment, à mener votre politique patrimoniale, c'est-à-dire les investissements, pour que sur la commune, vous ayez un service qui soit en bon état. Une part qui revient à l'exploitant, évidemment, pour la partie de gestion de ces différents organismes. Et ensuite, vous allez avoir un certain nombre d'autres redevances qui vont aller, eux, vers des agences de l'eau, notamment, pour abonder la politique à l'échelle régionale que va mener l'agence de l'eau. Généralement, la facture, elle est faite de la manière suivante. Vous avez un abonnement qui correspond, enfin, le principe même de l'abonnement, si vous voulez, c'est l'idée de se dire, eh bien, on met les infrastructures en place, donc il y a une charge là-dessus, donc l'abonnement va permettre d'équilibrer le service sur l'outil en lui-même, et puis une part variable qui, là, va être un peu incitative, puisque plus vous allez consommer, plus vous allez payer, et évidemment, à l'inverse, dans l'autre sens. D'où l'idée d'avoir cette facture avec ces deux systèmes-là en parallèle. Les factures, aujourd'hui, vous le savez, vous avez mis en place un nouveau dispositif à partir de 2019, qui est la télérelève, qui est un dispositif, je dirais, de dernière génération, et qui permet d'avoir en fait une lecture de ce qui se passe sur votre réseau et d'être très réactif. Ce qui fait que là où avant, il pouvait y avoir des situations où on découvrait des choses un peu désagréables, des fuites importantes, ou des particuliers qui avaient des consommations excessives. Là, on a ces systèmes d'alerte qui permettent d'être beaucoup plus réactifs sur le réseau et puis aujourd'hui de récupérer de la donnée. Alors, on récupère beaucoup de données. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait un gros travail aussi pour savoir comment bien gérer cette donnée et l'utiliser au mieux pour à la fois les utilisateurs et pour la bonne gestion du service et de la ressource que l'on va importer de l'extérieur. Ensuite, sur les recettes, alors vous avez ici différents prix, mais ce qu'il faut retenir, c'est le prix, le deuxième tableau qui est peut-être un peu plus simple, sur part exploitant. Vous voyez que la part exploitant va évoluer entre l'année 2020 et 2021 d'à peu près un peu plus d'1%, qui correspond en fait uniquement à la formule d'actualisation, et vous n'avez pas de saute autre. Pour ce qui est de la part collectivité, eh bien ça, vous avez là fait le choix d'aller vers une part collectivité maîtrisée, puisque la part collectivité, elle va être en légère baisse entre 2020 et 2021. Et là, j'avoue ne plus voir le chiffre. 6,8. 6,8. Voilà, merci, excusez-moi, mais c'est trop loin. C'est pour ça. Ensuite, vous avez, donc, on va retrouver tout ce que je vous décrivais. Alors, on prend toujours la facture 120 mètres cubes. Beaucoup vont me dire, oui, mais la facture 120 mètres cubes, c'est pas forcément ce que tout le monde va avoir dans sa maison. C'est simplement la facture 120 mètres cubes, c'est la moyenne, c'est ce qui permet de comparer l'ensemble des collectivités. Et donc, c'est pour ça qu'on prend cette facture 120 mètres cubes, qui est en fait un exercice obligatoire pour pouvoir rendre des comptes, et donc c'est pour ça qu'on la retrouve dans le rapport. Vous allez retrouver tous les grands postes que je vous ai indiqués avec le montant global de la facture qui se situe pour l'année 2021 à 361, à comparer de l'année 2020 qui était à 362, et les virgules, je ne vois pas derrière. Mais on est entre 86 et 84. Donc vous voyez cette décomposition avec les différentes parts que j'exposais un peu tout à l'heure, par collectivité, préservation de la ressource et lutte contre les pollutions, qui sont en fait les redevances qui vont à l'agence de l'eau et qui vont servir notamment à vous subventionner lorsque on a des politiques de travaux sur le territoire. Sur les recettes, donc les recettes sont décomposées de la manière suivante. Vous avez une partie recettes collectivité issue de la redevance dont on a parlé tout à l'heure, et puis l'exploitant, lui, va avoir des recettes de diverses natures, une partie des recettes associées à des travaux et des parties accessoires. Alors ça va être notamment quand il va être sollicité pour faire des branchements ou ce genre de choses-là. Et puis évidemment, la grosse partie des recettes qui est liée à la facturation du service, la facturation à l'usager que vous recevez tous sur la commune. Et vous avez l'enveloppe, le volume annuel, c'est à peu près un peu plus de 520 000 €, donc super au global, à peu près 600 000 € par an de recettes pour le service.
Pour les indicateurs de performance, alors, premier indicateur très important, le taux de conformité, vous voyez, on ne va pas s'étendre, hein, on est à 100% de conformité, donc pas de sujet particulier là-dessus. Et puis sur les autres, on est plutôt assez attentif. Sur l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale, alors ça c'est un peu barbare, c'est un indice en fait qui permet de savoir quel est le matériel utilisé, qui a été utilisé sur la commune, notamment sur les réseaux, c'est-à-dire connaître la taille de son réseau, la matière du réseau, pour là aussi pouvoir intervenir le mieux possible, que ce soit lorsque la commune va mener des travaux, savoir exactement où se situe son réseau, et puis aussi pour prédire un peu les politiques de renouvellement et puis agir pour avoir le meilleur rendement possible. Sur les taux de renouvellement, alors là, ils ne sont pas tout à fait significatifs puisque ils n'ont pas été indiqués directement dans le RAD. Néanmoins, on le verra tout à l'heure, il y a quand même des renouvellements qui sont faits et il y a un renouvellement. Alors, je termine sur le renouvellement et il y a un point qu'il faudra qu'on mette en exergue, messieurs les élus, mesdames et les élus, c'est qu'il y a toute la partie politique de la ville avec la réflexion des chaussées que vous faites, qui comprend en fait une rénovation complète, et malheureusement, elle ne figure pas dans le renouvellement des réseaux, et c'est un peu dommage parce que ce n'est pas du tout représentatif de ce qui est fait. Donc ça, on va regarder l'année prochaine, mais je pense qu'il faut qu'on prenne cette habitude parce que c'est un peu dommage de ne pas mettre en valeur la politique que vous mettez en œuvre au quotidien. Oui, l'indice de 97, c'est par rapport à ça. Pardon? L'indice de 97, c'est par rapport à ça. L'indice de 97, vous avez raison. L'indice de 97, excusez-moi, je ne l'ai pas détaillé. Vous avez, pour l'indice de connaissance, c'est un indice qui est coté sur 120. Donc 120, c'est la note maximum. Vous êtes coté à 97, ce qui est... C'est comme les marais, en fait. Pardon? C'est comme l'indice des marais. Oui. C'est ça. Mais sauf que là, presque Mario. Oui, c'est pour ça. On est presque Mario. Non, on est vraiment pas mal dans la connaissance. Et c'est plutôt un argument positif. Alors souvent, vous allez me dire, mais pourquoi on n'est pas à 120? Il y a une partie pour avoir tous les points de l'indice qui sont liés notamment à des servitudes. Et souvent, les servitudes, il faut aller les retrouver. Elles ne sont pas nécessairement dans les dossiers. Mais on fait un travail avec le délégataire pour l'amener à accompagner la démarche et à atteindre la meilleure connaissance sur votre territoire. En termes d'autres indicateurs, il y a des indicateurs aussi très importants, notamment celui lié au rendement de réseau. Alors vous avez, vous le voyez, le rendement, il évolue suivant les années. L'année dernière, on était à 85,4%, qui est au-dessus de l'objectif. Le délégataire a une obligation d'avoir un rendement minimum de 85%. Donc, suivant les années, on voit que ça fluctue. On est néanmoins au-dessus des 85%. Et évidemment, vous vous doutez bien que dans le cadre du contrôle, eh bien, on s'implique pour faire en sorte qu'on ait toutes les explications et puis le stimuler pour essayer encore de faire mieux, puisque tous les points de rendement gagnés, c'est de l'eau en moins acheté et puis, entre guillemets, disparu dans les réseaux. Sur les autres indicateurs, donc vous avez plus haut, mais ça je vous laisse en fait le calcul du rendement. Pour le principe général, c'est de calculer entre ce que vous allez mettre, ce que vous allez importer grosso modo, et ce qui va être livré chez l'utilisateur, moins un certain nombre de volumes qu'on appelle des volumes de service, c'est-à-dire c'est des volumes qui vont être utilisés pour entretenir votre service. On va vider parfois une canalisation, on va intervenir sur une fuite. C'est comme ça qu'on va calculer ce rendement. Le financement des investissements, vous avez là les investissements réalisés, donc on est à 102 000 €. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, on a quand même des choses, et encore ces choses sont incomplètes. Et en préparant la présentation, je me disais que, et connaissant en plus votre politique, je me disais que l'année prochaine, il faut absolument qu'on fasse cette conjugaison des travaux faits par la mairie pour les réintégrer ici et les mettre en œuvre. L'état de la dette, écoutez, c'est simple. La commune n'a pas de dette pour le service d'eau potable, ce qui est là aussi plutôt très rare sur cette question de l'eau potable. Sur le montant des abandons de créances, vous avez quelques chiffres ici, donc qui sont pas significatifs, et tant mieux, j'ai envie de dire, puisque les abandons de créances, ça veut dire
des pertes qui ne seront jamais recouvrées. Et vous avez derrière le taux d'impayé. Alors, le taux d'impayé, c'est le montant que l'on constate au 31/12 de l'année en cours qui n'est pas payé. Ça ne veut pas dire que ce montant-là ne sera jamais payé, mais c'est un indicateur qui permet de donner la tendance de la liquidité, en fait, sur les factures. Vous êtes à 1,57, je suis désolé. 1,57 pour 1,11 l'année précédente. Bon, c'est des chiffres tout à fait classiques et pas plus alarmants que ça. Les travaux réalisés, on vous les a remis, mais je suis sûr que vous les connaissez. Il y a eu des travaux notamment sur le réservoir en réhabilitation et sécurisation, des sondes qui ont été mises et qui permettent de gérer différents points de livraison. Le déploiement de la télérelève, c'est le plus gros dossier du contrat, puisque ça a demandé, et il y a encore aujourd'hui quelques foyers d'ailleurs qui ne sont pas desservis, parce qu'ils n'ont pas nécessairement été tout de suite réactifs. Et c'est un sujet qu'on a abordé justement pour voir comment on pouvait traiter les derniers pourcents qui ne sont pas équipés. Et enfin, quelques travaux supplémentaires, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle la garantie pour continuité de service. Cette garantie pour continuité de service, c'est un montant dans le cadre du contrat qui oblige le délégataire à faire un certain nombre de travaux de manière à ce que votre service soit toujours parfaitement en marche. Et du renouvellement d'équipements qui sont gérés. Alors là, on a ce qu'on appelle un compte GER, alors c'est un peu barbare, je suis désolé, c'est le gros entretien renouvellement. Le principe, en fait, c'est évidemment que votre patrimoine que vous avez mis à disposition, en tout cas pour la partie électromécanique, il ne s'agit pas de se retrouver une fois que le contrat sera terminé avec tout qui est hors d'âge et qui est sur le point de s'écrouler. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on a? On a un suivi des installations et si par exemple une pompe elle est prévue pour 5 ans, au bout de 5 ans, on va renouveler la pompe quand c'est nécessaire ou provisionner l'argent, mais ça reste dans l'escarcelle de la commune évidemment. Et on le gère de manière à ce que votre patrimoine reste dans l'état dans lequel il a été pris évidemment pour que le service ait une continuité. Voilà, je crois que j'avais quelques derniers travaux peut-être sur des travaux neufs sur les branchements. Donc les branchements, c'est un point sensible puisque c'est souvent par là qu'on va avoir des fuites. Donc renouveler les branchements lorsque c'est possible, c'est toujours bien, notamment quand ils sont anciens. Et puis des travaux d'exploitation et de maintenance. Vous voyez, on a fait 20 réparations sur fuite, donc une grosse augmentation par rapport à 2019, on était à 11. Et 6 fuites sur branchement comparé à 10 en 2019. On retrouve les réservoirs évidemment qui sont nettoyés et les opérations réalisées. Voilà, j'ai essayé d'être le plus concis pour vous laisser la parole. Merci. Merci à vous. Alors, est-ce que vous avez des questions? Combien de mètres cubes d'eau potable distribuée sur Saint-Chiron sur l'année passée? 240, pardon, je crois que c'est 242 000, je vous le dis de tête, mais je vais remettre un écran en avant. 242 000. Ouais. Voilà, 242 200. Après, ça va sur une autre question qui est sur la page 12, mais moi, je n'avais pas, je pense, le même document, je ne sais pas si c'était exactement le même. Je sais pas. Donc là, c'était la page 12. Pourquoi tous les compteurs ne sont-ils pas tous équipés en parc? C'est indiqué à un moment donné dans le document. Et alors, pourquoi ils sont pas équipés? Qu'est-ce que veut dire ce terme, justement, en parc? Pourquoi ils ne sont pas équipés? Alors, les compteurs, si vous voulez, vous avez, je pense qu'il parlait de la télérelève. En fait, les compteurs qui sont équipés de télérelève uniquement si on a réussi à les atteindre. C'est-à-dire qu'on a fait une campagne, enfin, c'est pas nous, hein, c'est votre partenaire, donc l'entreprise, qui a fait une campagne pour mettre en œuvre vous êtes obligé de rajouter des têtes émettrices en fait, qui vont capter l'information et la diffuser à des routeurs, grosso modo, pour que ça arrive sur une centrale. Et la difficulté que vous avez, c'est que, évidemment, il faut que le compteur soit accessible, et par moment, vous avez le compteur qui n'est pas accessible. C'est-à-dire que vous avez des cas où les compteurs sont dans les maisons, et donc il faut obligatoirement avoir l'accès par le
l'usager. Et si l'usager n'est pas là, la maison est fermée, c'est une résidence secondaire, où la personne ne répond pas aux sollicitations, eh bien, on est un peu dans le dur, ce que je disais un peu tout à l'heure. Donc là, il y aurait 457 personnes qui n'auraient pas le fameux. Oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne l'auront jamais. Oui, c'est ça, je veux dire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'auront jamais, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a entamé une deuxième phase. Donc, la première phase, ça a été de le faire de manière un peu classique, c'est-à-dire que le délégataire envoyait ses agents, remettait les courriers pour dire voilà, je suis passé, contactez-moi, etc. Aujourd'hui, on a fait remonter une liste par le délégataire et cette liste revient à la mairie qui va pouvoir la retravailler, savoir comment intervenir. Parce que ce que précise monsieur, c'est la situation aujourd'hui. Là, on a un bilan à fin 2020. Donc, en fait, il y a eu du retard sur le déploiement de la télérelève à cause du Covid, tout bêtement. D'accord? Donc, on a récupéré une bonne partie de ce retard donc, en début d'année 2021. Et effectivement, ce que disait monsieur, c'est qu'on a encore un résiduel. En fait, en sachant qu'à un moment donné, on arrivera, c'est un peu comme le vaccin. Hein. À un moment donné, ça devient incompressible. Donc, on sait qu'on n'arrivera jamais à 99,9%. Et on a eu, vous avez raison, vous me rafraîchissez la mémoire par la même occasion, et on a été aussi confronté à un moment donné à un problème, vous savez, lié aux puces. Aujourd'hui, on ne produit pas des voitures, et qui ont aussi été un élément qui a un peu ralenti la cadence. Oui, parce que si je me rappelle bien, il y a 1 ou 2 entreprises dans le monde qui fabriquent ce type d'éléments et il y a eu une rupture, je crois même qu'il y a eu un incendie sur une usine, une des deux, et donc il y a un problème de rupture de stock. On a pu relancer, je crois, en sortie d'été, la campagne de manière un peu plus virulente, parce qu'on avait constaté, comme tout le monde, les semi-conducteurs n'étaient plus là. J'avais une autre question qui était sur la page 13. Comment être sûr que l'eau soit bien accessible à tous? Où peuvent aller les populations vulnérables de Saint-Chéron pour accéder à l'eau? Y a-t-il des fontaines d'eau potable ou des douches publiques sur notre territoire? Là, c'est la question, elle est pour moi. Non, enfin, fontaine d'eau potable, on n'en a pas. On a une fontaine, mais pas d'eau potable. Elle est potable? Non. En circuit fermé. On doit avoir le robinet qui est sur la place du marché. Le robinet? Oui. Et sur le territoire, voire au-delà de Saint-Chéron, au-delà de Saint-Chéron, il faut demander à mes collègues qui sont au-delà de Saint-Chéron. Moi, voilà, c'est surtout au niveau du territoire de la CCDH. Alors, moi, je me faisais pourtant tout petit. Enfin, encore plus petit. Non, on n'a pas de nous, en tout cas, à la CCDH, on n'a pas un point d'eau ouvert. Voilà. Une de douche à disposition de l'équipe. Après, je suis sur une autre question qui est sur donc, toujours la page 15. À quoi correspondent les valeurs 2 en 2020 pour les lignes abonnés non domestiques? Et la même question pour le volume vendu aux abonnés non domestiques 3 mètres cubes en 2020. Donc, il me semble que j'ai cru comprendre que c'était une histoire de piscine. Je ne sais pas si j'ai bien. Non, ça n'a rien à voir. Excusez-moi, mais je ne vois pas où vous êtes. Page 15, dans le tableau du chapitre « Autres chiffres clés de l'année 2020 ». À quoi correspondent donc les valeurs? Dans le rapport Veolia. Je parle du rapport Veolia. Vous n'avez pas le rapport. Est-ce que vous pouvez juste me redire les intitulés? Je vais essayer de le faire sans voir le rapport. La valeur abonnée non domestique. Oui, vous pouvez avoir, il y a différents types d'abonnés, si vous voulez. Vous pouvez avoir des abonnés qui sont des abonnés classiques, mais vous pouvez aussi avoir des abonnés qui sont des entreprises. C'est ça, un abonné non domestique. Non domestique, c'est ça. C'est tout ce qui est mairie, école, etc. Alors, Oui, en gros, les industriels. Non, d'accord. Non, tout ce qui n'est pas, en plus, quoi. Ok. Souvent, si vous voulez, ça se caractérise par le fait qu'un abonné, il va plutôt avoir un diamètre de compteur
avec une taille, vous avez l'habitude, vous voyez, c'est à peu près ça, une diamètre 15, et plus vous allez avoir une entreprise ou des besoins différents, et plus votre diamètre va être important en fonction de la nature de l'abonné et de ses besoins. Donc pour le volume qui était de 3 mètres cubes, qu'est-ce qui justifie ce changement entre 2019 et 2020? Ça, je ne sais pas. Je sais pas vous répondre sur cette question. Je ne vois pas, en fait. Pas que je ne veux pas, mais. Page 16, dans le tableau en début de page, peut-on connaître le contenu de la convention Fonds Solidarité Logement en cours? Ça, c'est la convention Fonds Solidarité, c'est la commune qui peut la connaître. C'est le département, même, je dirais. Non, c'est le rapport annuel de l'IA et de l'IA. C'est quoi la question là? Le Fonds Solidarité. Moi, le fonds de solidarité, c'est ce qui permet d'alimenter. Est-ce qu'on peut connaître le contenu de la convention? Pour moi, ça alimente les trucs de pompiers, les bandes de pompiers, les fonds de solidarité. 16. Ça permet de financer en fait les bandes d'incendie. Pour moi. On regardera et puis. Merci. Pour fin de tableau, toujours la même page. L'empreinte environnementale, la consommation augmente de façon très importante, presque de simple double entre la valeur de 2019 et celle de 2020. Peut-on savoir pour quelle raison? Est-ce que vous pourriez réitérer votre question? En fait, je ne sais pas de quelle. Toujours la même page, en 16. Non, il ne l'a pas, la page. Il n'y a pas de rapport Veolia, c'est plus un rapport Veolia. En fait, si vous voulez, je ne sais pas, vous êtes sur le document du délégataire, c'est ça, sur le RAD? Oui, c'est ça, oui. Alors, là, on n'est pas sur le même exercice, si je peux me permettre. En fait, là, on est sur le compte-rendu de l'exercice vu par la commune. Donc, il aurait fallu, ou il faut que vous... Comme on n'a pas le même document... Et oui, parce que ça, c'est pas la même chose. Oui, mais ça, c'est deux documents différents. Le rapport annuel du délégataire, en fait, c'est un document que le délégataire vous envoie annuellement, et vous produisez un autre rapport, qui est ce rapport que vous m'avez, pour lequel vous m'avez mandaté, et qui représente en fait l'ensemble du service. Mais pour répondre de manière très fine au tableau 16, par exemple, peut-être ce qui est plus simple, c'est peut-être de faire la liste des questions et les envoyer, parce que là, sans avoir sous les yeux En fait, on ne parle pas des mêmes documents, donc c'est générique. On peut y arriver, mais... C'était la dernière. D'accord. Merci à vous. Et merci à vous. Pour ce rapport synthétique, mais très complet. Monsieur le maire, merci. Bonne suite pour vos débats. Merci. Et puis, bonne fête de fin d'année à tous. Merci. Nous nous reverrons pas d'ici là. Merci. Sur ce rapport, on a reçu une question de Saint-Chéron-en-Avant. Tu peux la lire? Non, tu peux la lire. D'accord, ça marche. Ouais. Oui. Merci. Donc, les questions de Saint-Chyron-en-Avant, donc un préambule déjà. Donc, après lecture du rapport annuel des documents du présent conseil municipal. Excusez-moi, une erreur s'est produite. Fin de question. Après Saint-Chyron-en-Avant, après lecture du rapport annuel des documents du présent conseil municipal, n'a pas trouvé des informations importantes à caractère technique et financier qui permettent de comprendre les évolutions exagérées du prix du mètre cube de l'eau, indiquées sur la page numéro 1 de nos factures reçues depuis la signature du nouveau contrat par le maire, en effet. Donc, donc le prix moyen du mètre cube d'eau potable distribué en France est de l'ordre de 3,40 € par mètre cube.
et ce même montant en 07-2019, toute taxe comprise, mais hors abonnement, alors que le prix du mètre cube figurant sur la facture des administrés Saint-Chéronais en première page est de 5,12 € par mètre cube sur la dernière facture reçue en 07-2021 dans la même hypothèse. Ensuite, il est indiqué comment Veolia explique ce prix actuel payé par les consommateurs à Saint-Chéron. Alors, je vais essayer de clarifier un petit peu. Donc, pour être clair, Saint-Chéron en avant fait référence donc, au montant de la dernière facture, qui est le montant global, hein, donc qui est de 5,12 € le mètre cube, TTC, et qui comprend la fourniture de l'eau potable, l'assainissement et les redevances agences de l'eau. D'accord? Donc, c'est le global package. Donc, en fait, effectivement, sur la première page de la facture, on trouve ce montant, c'est en tout petit, hein, donc, il y a marqué l'eau nous a coûté tant, hein, au mètre cube. D'accord? Donc, c'est 5,12 €. Après, en fait, Saint-Chéron-en-Avant fait référence à un prix, un montant de 3,40 € par mètre cube, qui est, d'après ce que je lis, le prix moyen du mètre cube d'eau potable en France. Alors, pour mémoire, ce n'est pas la première fois qu'on a ce type de questions, hein, de la part de Saint-Chéron-en-Avant. On a régulièrement demandé l'origine de ce prix, parce que si on veut comparer, il faut comparer, savoir sur exactement ce qu'il y a derrière. On n'a jamais eu de réponse. Donc, nous, évidemment, on assure un suivi régulier. Enfin, moi, je passe quand même pas mal de temps depuis des années à suivre le prix d'eau. Déjà au départ par curiosité personnelle, et après, je un peu par obligation. Donc, si vous voulez, j'ai une référence. Alors, j'ai donné les coordonnées de la référence au monsieur qui a un parc, comme ça m'intéressait, hein, qui est en fait l'Office français de la biodiversité. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que c'est le seul point où moi, j'ai trouvé régulièrement des mises à jour. Hein. Donc, cet office, vous pouvez y aller, hein, tapez Office français, si ça vous intéresse, je vous donnerai éventuellement le lien. Hein. Mais c'est l'Office français de la biodiversité. Et en fait, tous les ans, il fait un rapport. Donc, il a fait un rapport, le dernier, c'est en avril 2021, qui porte sur les données 2018, parce qu'il y a toujours un effet retard. Hein, et donc, lui, il s'appuie sur toutes les collectes, toutes les informations officielles, et puis il fait toute l'analyse derrière, qui est extrêmement intéressant. Il produit en fait 3 types de documents. Un premier type de document qui est simplement, je dirais, un truc pour les journalistes, je ne sais pas comment ça s'appelle, une synthèse de 8 pages, et puis un document complet qui fait une 40aine de pages. Donc, moi, je me contente de la synthèse de 8 pages. Et là, ils expliquent pas mal de choses. Hein, c'est vraiment intéressant. Et là, il ressort qu'en 2018, le prix moyen en France des communes de taille intermédiaire, c'est-à-dire entre 1000 habitants et 50 000 habitants, est de 4,50 € le mètre cube. Donc, c'est effectivement dans cette fourchette-là qu'il y a que le coût d'eau est plus fort. Donc, en fait, quand c'est une commune petite, alors, généralement, il y a des points de collecte à proximité, c'est assez facile. Quand c'est une commune qui est beaucoup plus grosse, en fait, de par la taille, les frais, les investissements sont répartis sur un plus grand nombre d'abonnés. Hein, et puis, on voit bien, nous, on a 40 km de linéaire de réseau pour 5 000 abonnés. Mais on aurait 10 000 abonnés, on aurait toujours 40 km, pardon. Donc, en fait, on voit bien que les frais d'infrastructure sont répartis par rapport à. Hein. Donc, en fait, on est dans une tranche. Et puis, en fait, on a effectivement par rapport à la moyenne française, on est au-delà. Donc, ce qui ressort pour notre créneau de taille, en fait, c'est 4,50 € le mètre cube, et en sachant que là encore, il y a une forte variabilité au sein en fonction des territoires. Voilà. Donc, on est vraiment sur un médian, donc on est très loin des 3,40 € annoncés par M. Levert, hein, et 4,50 € en 2018 par rapport donc, à 5,12 € aujourd'hui, c'est pas non plus. Bon, comme l'a dit aussi le monsieur, on a aussi, nous, fait des investissements, enfin, il y a fait pour la commune des investissements importants, hein, qui sont répartis sur la durée du contrat, mais la télé-relève, ça a un coût. Hein, c'est Veolia qui les met en place, les a achetés, qui les met en place, etc. Donc, tout ça, ça a un coût. Donc, ça, c'est pour cette espèce de cette première comparaison par rapport à un prix moyen national. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est comment le maire explique le prix actuel des taxes d'assainissement payées par les consommateurs à Saint-Chéron. Ça, je reviendrai un peu plus tard dessus.
Ensuite, il y a un autre point, c'est est-ce une marque d'efficacité que de livrer l'eau à ce prix exagéré au vu de la lecture du rapport d'activité de l'IA? Bon, moi, je ne vois pas de question là-dedans, c'est un jugement de valeur, contact. Ensuite, les adhérents de l'EIS Saint-Chiron-d'Avant n'ont vu aucun argument justifiant ce prix exorbitant du mètre cube TTC d'eau potable qui nous est livré. Donc ça, c'est le deuxième volet. En effet, la majorité des consommateurs de Saint-Chiron attendent que le prix des mètres cubes réglé par chaque épicerie à Saint-Chiron tende vers leur prix moyen de 3,40 € payé par les Français. On ajoute ça, c'est faux. C'est pas exact, en tout cas. Ne comprend pas comment Veolia peut s'estimer la référence du cycle de l'eau en France avec un prix de 5,12 € au mètre cube. Ils ont le droit de faire la pub comme ils veulent. Hein. Je veux dire, le rapport annuel, enfin vous l'avez eu, le rapport annuel, c'est aussi un peu leur manière. Hein. Ça ressemble à des rapports qu'on peut voir pour des entreprises qui sont au CAC. Hein, clair, hein. Donc, ils ont le droit de le lire. Après, c'est leur problème. Ce n'est pas des questions. Ensuite, ne comprend pas pour quelle raison l'objectif économique de 3,40 € le mètre cube ne figure pas comme objectif principal, au même titre que la sécurité et la qualité de l'eau distribuée au type de performance dans le rapport annuel fourni. Bon, toujours 3,40 €, ça ne veut pas dire grand-chose, on l'a vu. Ensuite, je peux faire un commentaire, moi, à mon niveau, c'est qu'il est clair que cette question montre une méconnaissance de ce qu'est vraiment un contrat de délégation de service public. Une délégation de service public, ça fait l'objet d'un appel d'offres sur la base d'un cahier des charges qui précise le périmètre, les attentes, etc. Sur cette base, donc, les sociétés font une offre avec deux volets, généralement un volet technique et un volet financier. Et le coût, on l'a vu tout à l'heure, ça a été évoqué par IRH, le coût dépend en fait des prestations, hein, il est lié aux prestations. Il n'y a pas d'un côté un coût, et de l'autre côté des prestations. C'est en relation directe. Donc, dans notre cas, pour mémoire, il y a deux sociétés qui ont répondu à l'appel d'offres, Veolia et Suez, qu'au niveau technique, les deux sociétés étaient à peu près au même niveau. Par contre, Suez était 15% plus cher. On n'allait pas prendre Suez, donc on est parti sur Veolia. Donc, ceci pour dire que de toute façon, l'eau potable, le prix de l'eau potable ne peut pas être en fait un objectif contractuel qualitatif. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, je veux dire, c'est que faut recaler ce que c'est qu'un contrat, une prestation, une délégation de service public. Ensuite, il y a encore un volet, mais il y en a pas mal. Donc toujours Saint-Chiron en avant, ne comprend pas les énormes variations du prix à la hausse du prix du mètre cube d'eau PPC payé par les administrés à Saint-Chiron ces 2 dernières années. Donc en 07-2019, 3,40 € le mètre carré, et en 07-2021, 5,12 €. Et donc se posent des questions sur le manque de maîtrise des coûts du service de l'eau potable assuré par Veolia en liaison avec M. le maire. Donc là, les 3,40 €, c'est plus les mêmes. Bien sûr, il y avait 3,40 € la première fois, c'était donc le prix moyen de l'eau en France. Et là, en fait, c'est la référence à une facture, qui est une facture de juillet 2019, où effectivement, le prix global affiché est de 3,40 €. Alors, pour mémoire, donc, depuis 2013, l'assainissement de la commune était traité par le CIPZO. Et ça, donc, jusqu'à fin 2018. Donc, au 1er janvier 2018, c'est Syndicat de l'Orge qui a intégré le CIPZO et qui a repris en fait à son compte la facturation. Ce qui s'est passé, c'est que donc, début janvier 2019, donc, il y a eu une facture pour le dernier semestre sur CIPZO. Et puis, en juillet, on a eu une facture pour le premier semestre de Syndicat de l'Orge. Et en fait, il y a des décalages de facturation parce qu'elles n'ont pas les mêmes règles comptables, etc. Ce qui fait que ponctuellement, sur un semestre, on a un taux un coût de l'eau qui est essentiellement plus bas. Donc, il suffit de décaler le curseur un petit peu en amont, et puis on s'aperçoit en fait que précédemment, le semestre précédent, je retrouve le chiffre parce que voilà, donc la dernière facture du CIPZO était de 4,36 €. D'accord. Après,
après, la première facture du syndicat de l'Orge est tombée à 3,40 parce que ce décalage de facturation. Et après, on a retrouvé le niveau normal, si j'ose dire, de la facturation d'assainissement. Donc, bon. Ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'en fait, ça fait 1 an et demi que personnellement, je présente ce genre de choses et que à la fin, ça énerve. Donc voilà. Alors, et depuis, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, c'est comme pour l'eau potable, l'assainissement de l'eau potable, vous avez des règles d'indexation de prix qui s'appliquent naturellement. Donc en fait, quand on reprend le prix d'avant qui était 4 euros, je ne sais plus combien là, et puis qu'on rajoute les pourcentages d'indexation, on arrive pratiquement aux 5 euros, il n'y a pas de catastrophe. Où est le problème? Alors ensuite, je continue, mais là c'est autre chose, c'est ne reçoit pas toujours une eau de qualité supérieure aux autres communes, si on se fie aux nombreux dépôts de terre bloqués dans les fils mis en place chez certains administrés aussitôt après leur vente générale. Là, je suis désolé, je ne comprends pas. Parce qu'on peut avoir effectivement, ça peut arriver qu'il y ait de l'eau terreuse, ça arrive, quand il y a des travaux, des choses comme ça. Si on a de l'eau terreuse en permanence, c'est sûr qu'on a un problème. Dans ces filtres, quand tu mets sur la piscine. C'est ce qui s'est passé récemment, je crois que c'est le week-end dernier ou le week-end d'avant. Il y a eu un problème sur l'alimentation en eau du collège. Veolia est intervenu. Par contre, ils ont demandé aux abonnés concernés de ne pas utiliser l'eau pendant tout le week-end. Parce qu'évidemment, le temps après les travaux, le rinçage est nécessaire. Dans cette zone, finalement. Voilà. Je ne sais pas, parce qu'en fait, ça peut arriver partout. Voilà. C'est où, c'est qu'il y a des travaux, on ne sait pas. Ce qui est clair, c'est que ça prend le reflet d'une performance continue. Ça n'a rien à voir, c'est un incident. C'est dommageable. Mais bon. Et en fait, alors là, c'est moi. Il y a une question qui était aussi posée régulièrement par Saint-Cyr-en-Avant, qui n'a pas posé ici. Et donc, on débat, c'est vraiment le conseil de l'année où on va vraiment le plus loin possible sur l'eau. Et donc, je vais vous citer la question qui était posée, c'est « Merci au maire et son adjoint d'apporter des précisions aux nombreuses questions par Saint-Cyr-en-Avant sur l'augmentation exagérée du prix du mètre cube de l'eau à Saint-Cyron, n'ayant obtenu que des embryons de réponse à aucune action entreprise par la maire pour établir un prix proche de celui payé par les administrés des communes voisines. » Donc là, en clair, c'est-à-dire, là, on a un prix qui est élevé, et qu'est-ce que vous faites pour revenir au niveau des voisins? Alors, à chaque fois, nous avons demandé à M. Levert de nous indiquer quelle commune. Moi, je veux bien qu'on compare, mais on compare avec qui, avec quoi? C'est quoi? C'est la commune qui nous touche, c'est à 20 km, je ne sais pas. D'accord? Alors, maintenant, ah oui, j'ai un truc sympa. Oui. Ah, c'est là. Alors, je vais vous lire. Brie-sous-Forge, vous connaissez? Oui. Bruyères-le-Châtel, Courson, Fontenay-les-Brises, Forges-les-Bains, Saint-Maurice-Mont-Couronne, Le Val-Saint-Germain, Vaudeville, Angers-Villiers, Saint-Cyr-sur-Dourdon, Chaucoz, Tréchy, Mouchamp, Souzy-la-Briche, Torfou, Voici-le-Sec, Brainville, Sermez, Éponge-le-Roi, Lavray-le-Roi. Ça vous parle? C'est des communes plus ou moins limitrophes. En fait, eux, ils ont confié la gestion en fait, de leur alimentation en eau potable au syndicat des eaux Ouest Essonne. Donc, c'est 20 communes. Sur les 20 communes, on a 6 qui sont dans le périmètre de la CCDH. D'accord? J'ai pris en fait une facture. Rien demandé. Je vais me retomber dessus. J'ai rien demandé, moi, M. Levert. Hein. M. Levert continue à écrire au maire. Hein. J'ai pris une facture. Hein. De ces communes-là? Bien sûr. D'accord. Je ne parle que du prix de l'eau potable. Je ne parle pas des investissements, que le prix de l'eau potable. Alors, pour vous donner la référence, c'est donc le deuxième semestre 2020, fin de l'année dernière. Veolia Saint-Chéron, le prix était pour l'eau potable. Hein, ça n'a rien à voir avec les 5 € du tout, c'est plus bas évidemment, mais dans le périmètre qui va bien avec la quote-part en fait des redevances, agences de l'eau, etc. Donc pour Saint-Chéron, on était à 3,000099. D'accord?
Ensuite, j'ai pris, c'est facile, j'ai ma frangine qui habite dans le coin, j'ai pris sa facture, j'ai regardé. Et au Ouest Essonne, on est à 3,072 €. Donc 6,2 centimes d'euros plus cher qu'à Saint-Chiron. Là, je dis, encore une fois, où est le problème? Alors, finalement, je vous donne rendez-vous l'an prochain maintenant. Alors, oui, donc, au mois de novembre l'an prochain, on aura la même question. Non, parce que c'est ce que, pour conclure sur ce point, depuis le temps qu'on répond à ce genre de questions sur le prix de l'eau, maintenant on n'y répondra même plus jusqu'au prochain rapport. Ça, Jean-Claude sera moins énervé. Au-delà du prix, moi je voudrais surtout attirer sur la valeur de l'eau, parce qu'aujourd'hui l'eau, c'est bientôt, on va dire, on arrive à 7 milliards d'habitants sur la Terre et on se partage la même eau quand il y avait 2 milliards, 3 milliards. Donc, au-delà du prix, j'invite M. Levert à se poser la question sur comment on économise de l'eau et on consomme moins d'eau. Je pense que c'est surtout ça le vrai enjeu. Voilà. Le prix, ouais. Donc, bon, il n'y a pas de vote. On prend acte de la présentation de ce rapport s'il n'y a pas d'autres questions. Le point numéro 2, donc c'est pour une modification sur la délibération 035 sur la modification de la composition de la commission de contrôle des listes électorales. Bon, je ne vais pas vous refaire tout l'historique, puisque ça, il n'y a rien qui a changé. C'est uniquement l'obligation que nous avons de mettre dans l'ordre, surtout pour la liste majoritaire, dans l'ordre du tableau du conseil municipal. C'est pour ça qu'on va en modifier. En fait, c'est une erreur qui avait été corrigée déjà précédemment. Et, voilà. Il y a eu un loupé la dernière fois. Sinon, ça ne change rien sur les membres de cette commission. Est-ce que vous avez des remarques? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Donc là, j'avais une question de Saint-Chiron en avant, mais là, je viens d'y répondre. C'était justement quelle est l'erreur matérielle. Le point numéro 3 concerne le budget de la commune, la décision modificative numéro 2. Je suis désolée de m'être mis en retrait, mais un problème de câble qui est assez long. J'ai pris la place de la DGS. Merci bien de m'avoir mis cette place. Donc, l'ADM2 pour la commune, c'est une décision tant en investissement qu'en fonctionnement pour compléter certains articles afin de terminer l'année. Donc, en investissement, si vous suivez sur votre liasse, vous avez la page, vous prenez la page 22, vous aurez les chiffres. Les recettes, au chapitre 013, en subvention d'investissement, nous faisons un complément de 111 031,31 qui correspond à un complément de l'État pour les écrans connectés et la CAP pour 16 942,31. On enlève la dotation du département parce qu'on va la retrouver en fonctionnement, au moins 1 140 €. La DETR, les DETR, donc 2020 et 2021, vous avez 95 229 qui se décomposent donc pour 2021 pour le sol et chauffage groupe scolaire Pont-de-Bois, 50 229 et les rénovations thermiques de 2020 pour 45 000 €. Au chapitre 021, virement de la section d'investissement, 152 900 €. On a donc un total de recettes de 163 931,31. En dépenses. Au chapitre 20, en immobilisation incorporelle, des frais d'études en complément pour les bâtiments communaux, 62 700 €. Au chapitre 21, immobilisation corporelle, 72 750, qui se décompose de la manière suivante. À l'article 21 316, équipement du cimetière, un complément de 9 000 € pour l'osphère et un module pour le columbarium. Au 21 35, installation générale et agencement, un complément de 30 250.
qui se décompose en mise en conformité bâtiment divers, un complément de 10 000 €. Et nous avons eu quelques soucis de toiture et fuite sur certains de nos bâtiments. Donc, la toiture de la mairie, 5 600 €. Une fuite à la maison des associations, 5 900 €. Et l'étanchéité de l'écomusée, 8 750 €. À l'article haute installation matériel outillage, 8 600 €. On fait des compléments pour divers outillages électroportatifs, thermiques et des panneaux de signalisation. Je vous laisse regarder les montants. À l'article 2183, matériel de bureau informatique. Alors, suite à notre analyse que nous avons faite en début d'année, donc nous notons une partie de notre plan pluriannuel pour du matériel ancien de 2012 à 2015 et le remplacement d'un serveur de sauvegarde, donc pour un total de 15 000 €. Nous avons également des compléments pour le point cap et les écrans connectés et un ordi pour la nouvelle classe. Nous allons prendre d'ailleurs sur le mobilier. Donc, vous aurez un négatif un peu plus bas. Tout ça pour 19 280 €. Au niveau mobilier, donc pour trouver le négatif des 980 € qu'on a imputé au matériel, il y a un complément donc de 1 620 € pour les lits superposés à la maternelle Paulois. Si l'ordinateur. Tout à fait. En 2188, autre immobilisation corporelle, un complément de 4 000 €. Alors, une bâche handicap et structure pour 2 000 € que vous avez dû apercevoir à l'entrée chez vous. Et des barnottes complémentaires pour 2 000 €. Au chapitre 23, en immobilisation en cours, en prévisionnel pour l'aumônerie, 152 900 €. Des dépenses imprévues que l'on met en négatif, puisque le pouvoir équilibré, de moins 24 418,69. Et non, il y a un total de dépenses d'investissement identique aux recettes pour 263 931,31. Voilà pour l'investissement. Maintenant, nous allons passer au fonctionnement. C'est pareil, on commence par les recettes. Au chapitre 73, impôts et taxes. Le FRIF, nous n'avons pas noté en budget puisqu'on ne sait jamais quel va être le montant. Hein. Donc, on a cette année 144 142, on avait eu de mémoire 116 000 l'année dernière. Au chapitre 74, dotation, subvention et participation, les 1 140 € pour la dotation des urnes que je vous avais mis en négatif dans les investissements. Au chapitre 77, produit exceptionnel, le remboursement de l'assurance pour l'aumônerie, les 152 919,46 que nous avons vu dans les écritures, nous avons passé en investissement et nous tout de suite en travaux en cours pour cette aumônerie. Donc un total de recettes de 298 201,46. Les dépenses maintenant. Alors des compléments au 011 pour les charges à caractère général de 49 400 € qui se décomposent de la manière suivante. En restauration scolaire, 10 000 €, dû en partie à l'augmentation des révisions de prix, 475%, mais aussi le nombre d'élèves qui a augmenté. L'eau et assainissement, 21 500 €, où on a eu des fuites importantes et nous n'avons pas encore les relevés définitifs depuis 2020, donc on est prudent et on préfère rajouter 21 500 €. En petit équipement, complément pour le point CAF, les bâtiments et les espaces verts pour 5 000 €. En contrat, on a 7 300 €. En fait, l'entretien des poteaux d'incendie qui était prévu pour 2022, suite à la crise sanitaire, on nous a demandé de les avancer, de les faire en 2021. Donc cette année, nous n'aurons rien en 2022, nous aurons après en 2023, tous les 2 ans. Véhicule roulant, un complément de réparation sur les services espaces verts, ils ont eu de gros problèmes avec des embrayages et démarreurs, 6 500 €. Un complément en maintenance pour les écrans connectés, 1 100 €. Et en publication, nous avons retiré les 2 000 € que nous avons mis en investissement pour les bâches. Handicap. Donc, tout ça faisait 49 400 €. Au 014, atténuation de produits, un complément de 6 100 €, puisque nous avions budgété 100 000 €, on va dire, et qu'en fait, on a payé 106 200 €. Au chapitre 65, autres charges,
2550 € pour l'informatique en nuage. Alors ça, c'est tout ce qui est le cloud. Voilà, qui nous coûte bien plus cher qu'avant. Et donc, vous avez l'extension de certains logiciels urbains, création de boîte mail, un logiciel métier à 2000 €, et Panneau Pocket qu'on retrouve là pour 550 €. Adhésion à cette application. On a fait un complément en dépenses imprévues pour équilibrer, donc de 87 251,46 €, et donc notre virement à l'investissement de 152 900 pour mettre nos revenus en travaux d'emploi. Un total donc de 298 201,46 € de dépenses. Donc la proposition DM2 se présente de la manière suivante sur votre état. Est-ce que vous avez des questions? Alors, non, il n'y en a pas. Donc, je vais juste poser celle de Saint-Chiron en avant. Il nous demande pourquoi on n'a pas. Il attend le rapport de la Commission des finances pour communiquer à notre liste. Alors, on ne fait jamais en fait compte rendu sur la Commission des finances, puisque tous les éléments chiffrés pour les DM sont envoyés en amont avec la convocation. Et comme il n'y a pas eu de modification, je ne vais pas refaire une redite sur les chiffres. De toute façon, les comptes rendus de commission, quand il y en a, ils sont communiqués uniquement aux membres des commissions. Il y a une personne de leur liste qui ne vient jamais. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de remarques, question, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 4 abstentions. Merci. Le point numéro 4, c'est le budget de l'eau. On n'en sort pas, évidemment. La décision modificative numéro 1. Alors, donc c'est moi qui vais parler. La décision modificative numéro 1 donc pour l'eau, elle concerne les amortissements, puisque jusqu'à présent, nous avions des amortissements calculés au 1er janvier N+1. Et pour être plus juste avec la DSP et pour être en accord avec les futurs changements de modernisation comptable, les amortissements ont été calculés au prorata temporis N. D'où cette DM qui est une DM d'ordre. Là, je ne vous ai pas fait le tableau, mais sur votre DM, en fait. Je ne sais pas si c'est visible. Donc, on rajoute en dotation, donc en 68,11, 2916 €, et on diminue donc notre virement de section de compte d'investissement du même montant. Et donc, ça, c'est le fonctionnement. Et en investissement, vous retrouvez la même chose, le virement de la section d'exploitation qui est diminué de 2916 €. Donc, c'est une VM à 0, mais simplement en ordre. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, la question de Saint-Chiron, il me demandait le contenu de l'ADM. J'ai précisé que c'était les amortissements. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Merci. Le point numéro 5, un point classique tous les ans, l'autorisation des dépenses d'investissement pour l'année prochaine pour qu'on puisse travailler dès le début de l'année. Tout à fait, tu as quasiment donné les éléments. Voilà. Donc, on a, avec l'article L 1612 du Code général des collectivités territoriales, l'autorisation d'engager, liquider, mandater tout ce qui est le fonctionnement dans la limite de notre budget de l'année précédente. Par contre, pour les investissements, on est limité au quart de nos dépenses. Donc, le quart de nos dépenses, là, je ne vous l'ai pas mis en diapo, mais vous avez le document dans votre dossier. Donc, au chapitre 20, on a dépensé entre le PP, on a prévu, entre le PP et les DM, 111 800. Donc, notre crédit ouvert pour l'année prochaine, ça sera de 27 950 jusqu'au vote du budget 2022, bien évidemment. En 21, immobilisation corporelle, 300 200,50, donc le quart du 1 200 802 qu'on a budgété et en DM et en BP. Et au 23, immobilisation en cours, 41 975 qui représente donc le quart des 167 900. Donc, global, pour l'investissement, on a le quart
il y a 1 480 502, soit 370 125,50. Jusqu'au budget de 2021. Des questions. Sur cette année. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Merci. Après un point ressources humaines, donc modification du tableau des emplois. Alors donc ça, comme vous le savez, fixé, il appartient à l'organe délibérant, donc le conseil municipal, de fixer les effectifs des emplois permanents. Donc cette délibération, c'est surtout pour faire face à des nouveaux besoins, des modifications, entre autres l'apprentissage musical. Donc on a dû le modifier puisqu'on avait, si je me rappelle bien, un professeur qui a plus d'heures qu'avant, on verra tout à l'heure. Pour la restauration scolaire, c'est la même chose, ce qu'on a dit tout à l'heure. Bon, on a évoqué la restauration scolaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a de plus en plus d'enfants qui mangent à la cantine. Là, actuellement, je crois qu'au Pont de Bois, en particulier, on doit être à 85%. Donc, vers l'affluence des classes scolaires. La restauration scolaire. Ah oui, oui, oui. Voilà. J'en ai pensé. Oui. Ben oui, c'est ce que je vois. Oui. Donc en fait, voilà, on propose de créer un nouveau poste avec les nouveaux horaires pour le professeur d'enseignement musical. Ensuite, on a une création aussi, enfin on en a deux d'ailleurs comme ça, une création d'emploi pour l'agent d'entretien et de restauration, parce que c'est la même chose, puisqu'il y a une augmentation d'activité en restauration scolaire, et de créer aussi un emploi de responsable des finances et marchés publics, et enfin un emploi d'adjoint et d'animation en temps complet pour la maison des jeunes, sachant que ce poste-là est financé à 50%, si je me rappelle bien, par la PS. De la carte. Voilà. Alors, j'avais une série de questions là-dessus. Question de Saint-Chiron en avant. Alors, modification du tableau des emplois. Merci de préciser, SVP, les liens non évidents et surtout les besoins identifiés et motivants. D'une part, la promotion de l'apprentissage municipal. D'autre part, les modifications du fonctionnement de la restauration scolaire. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour le conservatoire, donc c'est une création de 2 postes à 6h30 et 8h30 au lieu de 5h et 7h. Et pour la restauration, j'en ai parlé déjà tout à l'heure. Ensuite, pour quelles raisons la DGS actuelle ne peut pas assurer les tâches de gestion des ressources humaines comme par le passé, me semble-t-il? Je crois que par le passé, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionnait, puisque nous avions une personne qui était responsable des ressources, des moyens généraux, et qui gérait aussi la partie ressources humaines. Parce que de toute façon, ce n'est pas le rôle de la DGS. Son rôle, c'est de manager les équipes. Et puis le deuxième point, c'est que ce genre de profil, trouver une personne qui fait des ressources humaines et des finances, c'est des profils qui sont quasiment introuvables. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous propose, on va passer à 2 postes, un poste RH et un poste finance. Et en plus, le poste RH, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on va avoir notre agent de prévention qui part en retraite à la fin de l'année. Donc, les missions de l'agent de prévention, la partie administrative des missions de l'agent de prévention seront transférées sur le poste de responsable des ressources humaines. Oui. Qu'est-ce que c'est concrètement l'agent de prévention? Je sais pas. C'est celui qui est responsable de tout ce qui est sécurité, de veiller au respect des règles de sécurité pour tous les personnels. Il participe aussi aux commissions de sécurité avec les élus concernés. La partie sécurité pour nos personnels. Il y a des documents uniques qui existent aussi dans les entreprises privées, qui est un document très important pour la sécurité. Il faut mettre à jour constamment. D'accord. Avec les lois en vigueur pour la. Voilà, et c'est un poste qui est obligatoire. On va vérifier que les contrats de extincteurs et tout ça, ça fait partie d'un emploi. Sécurité, c'est cool. On a l'obligation
l'obligation de toute façon d'avoir une personne référente, hein, depuis 2 ou 3 ans. Oui, oui, parce que nous, on l'a, ça doit faire, ouais, c'est il y a 3 ans qu'on l'a créé, donc c'est devenu obligatoire il y a 3 ans. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? Pour quelle raison le responsable actuel des finances ne peut pas assurer les tâches financières et de suivi des marchés publics, vu le faible nombre de marchés publics passés chaque année par le maire? Bon, de toute façon, je crois qu'on a déjà répondu. Le poste de finance, on n'a personne, justement, c'est pour ça qu'on recrute quelqu'un. Merci à monsieur le maire de justifier les besoins de création d'un emploi de responsable des finances et des marchés publics à temps complet. Donc, on continue. Ces créations de postes ne vont pas dans le sens d'une optimisation du budget de fonctionnement de la commune de 5134 habitants à comparer avec le fonctionnement d'autres communes de taille similaire ou supérieure à celle de Saint-Chéron. Donc, on revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise quelle commune, c'est sans jamais les éléments. Donc, de toute façon, après, je ne vais pas redire ce que j'ai dit. Il n'y a pas de responsable des finances, donc on crée un poste, voilà. Et puis, ce que je peux préciser, c'est que la masse salariale de la commune, quand même, de Saint-Chéron, il suffit de reprendre le compte administratif de 2020. On avait des dépenses salariales de 54,73% par rapport aux dépenses de fonctionnement. Et dans cette strate, la moyenne est de 56,60. Donc, on est en dessous de la moyenne. Donc, voilà. Vous avez des questions sur ce sujet-là? Non? Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Le point numéro 7, une création d'emploi non permanent pour un accroissement saisonnier d'activité. Donc, c'est un poste d'adjoint d'animation saisonnier pour l'augmentation de travail qu'il va y avoir à la Maison des Jeunes pendant les vacances scolaires de fin d'année. Vous avez des questions là-dessus? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention ou deux? Deux abstentions. Merci. Non. Ouais. Mais bon, c'est pas Pour grave. la maison des jeunes. Comment? C'est pas pour la maison des jeunes. Si, c'est pour la maison des jeunes. Quand c'est écrit maison des jeunes, c'est pour la maison des jeunes. Dans le vote que je porte, c'est pas en lien avec ça. C'est pas par rapport à la maison des jeunes. C'est pour le poste qui est sur un mois. Le poste est bien fixé pour un mois. Oui. Oui, contrat d'un mois. D'accord. Le fait que ce soit un CDD d'un mois, et donc, parce comme qu'on a- on est plutôt la démarche inverse, qui consiste à d'embaucher du personnel à long terme, ou pas court terme. En fait, c'est juste pour même, c'est même pas un mois, c'est 15 jours, c'est juste sur la période des vacances de Noël parce que faut qu'on ouvre la maison des jeunes et qu'on accueille des jeunes. C'est pas tellement, c'est pas un emploi pérenne qu'on crée là, c'est. Dans le sens de ce que j'aimerais voir. On a voté la création d'un poste permanent et là on prend un poste juste sur parce qu'il y a un accroissement d'activité temporaire, ça s'appelle un CDD. Mais bon, c'est un choix. Hein. Non, 15 jours. 15 jours, c'est même pas un mois, c'est pire. Vacances scolaires. Mais c'est pas grave, t'as pas voté pour les écrans dans les écoles. C'est cohérent. Hein. Je veux dire, la jeunesse vous en remercie. Hein. Après, si on doit en arriver à créer des postes permanents pour des missions de 15 jours, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc, voilà. On sera divisé. Le point numéro 8, la dénomination des voies de la ZAC, des prairies de la Juinière. Donc, je vais demander à Brigitte. De toute façon, il y a les plans qui ont été donnés. Donc déjà, je vais expliquer notre démarche. En fait, compte tenu qu'on voulait que la population puisse s'approprier un peu le nouveau quartier, donc on a fait le choix de lancer une concertation auprès de la population pour la dénomination des voies. Donc, on a demandé aux administrés de faire des choix, de nous proposer des noms de voies sur le thème de la nature. Et donc, des noms pour les voies, alors pour presque toutes les voies, excepté la rue principale, en fait, qui s'appelle la rue des Champs Carrés. Alors, pourquoi nous n'avons pas demandé à la population, en fait, de nous proposer pour cette rue? Simplement, c'est parce que dans une réunion publique qu'on a faite sur la ZAC, on a vu que certains Saint-Chéronais étaient très attachés, en fait, au nom du lieu-dit, qui est le lieu-dit des Champs Carrés.
Donc pour nous, il était évident qu'il fallait qu'on puisse en fait rappeler les champs carrés. Donc on a décidé, je dirais, de mettre ces champs carrés dans la rue, en fait, dans la rue principale. Donc on a eu 50 participants, hein, donc c'est pas énorme en termes de nombre de personnes qui ont répondu. 1% de la population. 1% de la population a répondu. Et donc, à partir de ces différentes propositions, donc le bureau s'est réuni et on a choisi en fait les noms que vous pouvez voir sur les plans. Alors, ces noms, pourquoi nous les avons choisis? Parce qu'ils reflètent un peu, ils sont évocateurs vraiment de notre campagne. Hein, donc, c'est vraiment des plantes, ça rappelle Saint-Chiron, en fait, et les champs qui sont aux alentours. Alors, on peut remarquer aussi sur le plan, il y a plusieurs types de voies, il y a des allées, il y a des rues et il y a aussi des descentes. Donc, on a aussi en fait réfléchi, c'est-à-dire sur ce type de voie. Alors, pour ce qui est impasse, donc, ce sont des allées. Pour ce qui est des rues vraiment passantes, ce seront des rues. Et pour les voies piétonnes, ce sont des descentes. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ah oui, il y avait une question, pardon. Oui, quand même. Ah oui. Ah mais non, en fait, non, puis en plus, en plus, pour une fois, il faut dire. Saint-Chiron en avant, oui, pas jusqu'au bout, je dirais que la première partie, alors. Saint-Chiron en avant apprécie pour une fois, bon, il y a le pour une fois qui va gâcher un peu tout, l'action préventive de dénomination des voies de la ZAC, mais aurait davantage apprécié si une étude préalable de l'accès et des sorties des véhicules de cette ZAC aux heures de pointe était également mise à l'ordre du jour. Ce n'est pas une question. C'est simplement, voilà, c'est une remarque. Donc, si je peux me permettre, la question se pose vraiment sur la commune. La question, elle se pose sur l'ensemble de la commune, enfin surtout le centre-ville. Mais ça, malheureusement, ce n'est pas un problème nouveau, on le sait. On a un axe structurant, on a 9000 véhicules par jour, et ça, un de mes prédécesseurs, donc ça fait quelques années, a essayé d'interdire les poids lourds dans le centre-ville le matin et le soir, il s'est fait retoquer par le contrôle de légalité. Voilà. Des solutions miracles, on n'en a pas. Il y avait un vieux projet, puisque j'en ai entendu parler depuis que j'habite Saint-Chiron, de contournement. Donc je pense qu'il existait même avant. Ah oui, je confirme. Voilà. Alors, quand on a créé la ZAC, de toute façon, il y avait une étude d'impact qui avait été réalisée. Hein, donc l'étude d'impact, parce que quand on crée une ZAC, il y a une obligation d'intérêt. Et donc rien de particulier n'avait été précisé sur l'augmentation, je dirais, du trafic que pourrait engendrer cette ZAC, et sur les accès de la ZAC, il n'y avait eu aucune préconisation spécifique qui avait été évoquée. De toute façon, on est sur une départementale, avec une partie de la départementale qui est en sens unique alterné, donc il n'y a pas de solution qui permet de davantage unifier, si ce n'est que les gens partiront peut-être pour partie côté Dourdan, voilà, pour se diluer via rue Richard-Vian. Non. Pas. Non. Non, parce que après une des solutions, c'est le développement des mobilités douces. Mais ça, pour l'instant, on est encore au stade de projet, de réflexion. D'autres questions, d'autres remarques? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Le point numéro 9 qui concerne l'intercommunalité, donc le projet de pacte de gouvernance de la CCDH. Et une fois de plus, je vais profiter de la présence du président de la CCDH pour vous confier cette mission de présentation. Bien, c'est le pacte de gouvernance. Donc, le pacte de gouvernance, c'est un document qui n'est pas obligatoire dans les instances comme la CCDH. Néanmoins, ça a été une volonté politique d'installer les règles du jeu entre les différents élus des communes, avec forcément qui ont des intérêts différents. Et donc, comme vous l'avez vu, dans le document, on reprend le fonctionnement du conseil communautaire avec la répartition des sièges, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, qui s'est faite
selon le droit commun, hein, donc les articles qui correspondent au texte, et donc pas d'accord en tout cas, pour la mandature qui se joue en ce moment sur les répartitions. Il y avait une surreprésentativité des petites communes et un peu moins pour les deux grosses communes. Donc le rôle du président avec ses délégations, les vice-présidents, on a remis la liste des vice-présidents, on ne fait pas sur le travail du maire juste après, mais sur le rapport d'activité, forcément, ce n'est pas les mêmes mots, puisque vous le savez, il y a eu une élection partielle au Grange-le-Roi. La conférence des maires, donc c'est les membres du bureau plus les maires qui ne sont pas membres du bureau. Donc on en fait assez régulièrement, notamment quand on aborde les sujets de budget et autres intérêts du avis en direct. Ensuite, on a repris aussi, je dirais, délégation par délégation, les enjeux et les objectifs qu'on se fixe collectivement sur la mandature. L'ordre des sujets est évidemment mis dans l'ordre des vice-présidences. Ça ne veut pas dire que l'un est prioritaire à l'autre. Voilà, ça a bien trouvé un fonctionnement. Donc, l'ordre alphabétique, c'est pas toujours plus drôle. Donc, on est parti sur l'ordre des délégations des présidents. Ça ne veut pas dire que les finances qui sont en 4e position sont moins importantes que l'enfance et les petites enfances. On sait très bien qu'au contraire, notamment celle-ci, c'est une des compétences les plus importantes de la CCDH. Voilà, donc c'est je dirais un pacte de gouvernance qui va donc figer aussi les règles budgétaires et financières, notamment ce qui est la répartition du SPIC, qui avait posé à une époque certains problèmes. Donc là, l'idée c'était de dire on fige la règle une bonne fois pour toutes et pendant 5 ans ou 6 ans, on n'a plus la même règle, et donc on ne passe pas un certain nombre de débats entre nous, et les objectifs qu'on se fixe donc sur la mandature. Voilà, si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Pourquoi notre ville n'a pas de conseiller? Il n'a pas de conseiller. Dans le tableau, dans la page 1, si je ne me trompe pas de document, mais je lis uniquement ce qu'on voit. Donc, 1 et 2. On en a 6. Conseiller suppléant. Parce que les villes qui ont des conseillers suppléants, ce sont celles qui n'ont qu'un seul élu titulaire. Et donc, si le maire, et notamment c'est le maire automatiquement normalement, quand il n'y a qu'un seul élu. Donc, en fait, les villes qui n'ont qu'un seul représentant ont automatiquement un suppléant. Voilà. Après, c'est la page 2. Pourquoi non, excusez-moi, la page 11. Le premier paragraphe, je vois que la CCH décline son plan climat air, énergie territoriale, PCAET, avec 6 axes. On ne comprend pas le point 2 qui indique qu'il faudrait moins se déplacer et pourquoi. Alors, il faut mieux se déplacer moins, c'est-à-dire optimiser ses déplacements, notamment en voiture thermique. Le but du jeu, c'est de faire des déplacements. Mais le PCAET va être présenté à chaque ville. Là, il a été validé par les services de l'État. On a eu très peu de commentaires. Donc, le document avait été engagé sur la mandature précédente et finalisé sur celle-ci. Et donc, la CCDH va se déplacer dans toutes les villes pour que chaque habitant, chaque conseiller municipal puisse s'approprier les documents et engager la commune aussi. On devra nous prendre une décision et une délibération sur lesquelles on va s'engager. Et donc, il y a effectivement 6 axes. On n'aura pris qu'un, mais il y en a 6. Et il y a 34 actions à mener. Voilà. Et il y a des actions, vous verrez, on vous présentera un document, il y a des actions qu'on mène déjà et dans la ville et dans la CCDH. Donc, on fera certainement une réunion publique sur le sujet au mois de février l'année prochaine. Alors, il y a aussi le point 3, que veut dire aménager pour aménager le territoire. Mieux aménager, ça veut dire pas trop construire sur le territoire, puisqu'on est quand même aussi soumis à la loi zéro artificialisation. C'est-à-dire que quand on artificialise, il faut compenser en zone herborée, forestière, etc. C'est-à-dire qu'il faut optimiser les aménagements pour ne pas construire n'importe où, n'importe comment. Et donc ça fait partie des axes du PCAET. Sur le point 5, la production locale des énergies renouvelables, on aimerait en savoir un peu plus. En même temps, si je vous dis tout ce qu'il y a dans le PCAET et qu'on va tout faire, voilà, mais c'est par exemple optimiser sur les bâtiments publics, installer des panneaux photovoltaïques pour faire de l'autoconsommation, de l'autoproduction. Alors on ne va pas mettre des éoliennes, en tout cas, je n'ai pas de projet, je n'en connais pas, mais peut-être que des villes auront des projets de mettre des éoliennes, il n'y a pas que Saint-Chéron, encore une fois, une commune. Mais voilà, c'est surtout ce genre de choses qu'on va viser. Il peut y avoir sur certains territoires où il y a le PCAET, je pense à l'État-emploi, eux, ils vont avoir des usines de méthanisation.
Page 15, chapitre développement numérique du territoire. Le département propose de lancer des actions. Qu'est-ce qu'un moteur d'alerte et de signalement universel? C'est une excellente question. Alors, c'est tout cette affaire. Oui, là, bon, en tout cas, ça s'inscrit en tout cas dans la participation de la CCDH au SMO Essonne numérique. Donc, c'est le SMO qui a installé la fibre sur l'ensemble du département. Et on arrive au bout de la fibre. Hein. Aujourd'hui, ce matin d'ailleurs, en préfecture, ils annoncent 91% du territoire essonien. Donc ça ne montre pas qu'on est bloqué à 91. Et ensuite, le SMO va se transformer sur tout ce qui est action numérique, donc éclairage public, gestion des éclairages publics, gestion de la sécurité, avec des caméras. On pourra se partager les SDUS, donc c'est le service du département qui peut avoir, enfin c'est un, comment ça s'appelle, on voit toutes les caméras. Enfin, Oui, une centralisation. Une centralisation, merci, oui, une surveillance centralisée des bâtiments. Voilà, on est plutôt sur ce genre d'action. Après, sur la question précise, je te redonnerai la réponse. Là, j'ai pas de. Et qu'est-ce qu'une plateforme mutualisée de traitement et de valorisation des données géographiques? C'est ça, c'est pareil. Ça, en fait, ça s'inscrit dans le projet Smart City. On va numériser tous les territoires. Et donc après, on va pouvoir savoir où est-ce qu'on place les emplacements connectés pour pouvoir optimiser les flux automobiles. Par exemple, quand on verra qu'il y a beaucoup de flux automobiles, on mettra des flux plus courts. C'est fait automatiquement. Hein. Et ça permet de faire partir des véhicules au fur et à mesure, plutôt que d'entasser des queues de véhicules pendant 10 minutes. Et donc, quand vous parlez de l'archivage électronique, c'est pour archiver quelles données? Les données publiques, les données des conseils communautaires, tout ce qui est archives en fait, les archives publiques. Rien à voir avec les usagers. Non, c'est pas Big Brother. Ça, on ne peut toujours pas le faire, et même à la CCDH, on ne sent pas dans le projet. J'enchaîne sur nos amis de. Donc tu veux que je lise la question? Ah, de toute façon, il n'y a même pas de question. Il n'y a pas de question. Oui, alors. Je veux bien faire une réponse quand même. D'accord, mais je m'en doutais. La CCDH comporte 12 compétences à notre connaissance, mais le président de la CCDH, membre du CM de Saint-Chéron, a complètement omis d'activer les actions relevant de la GEMAPI, prévention des inondations. En effet, lors des orages du 19 juin 2021 et du 13 juillet 2021 sur notre région, les autres communes et communautés de communes voisines, également impactées par ces deux orages, ont assuré leurs responsabilités et entrepris aussitôt des travaux de prévention sans plus attendre, pour maîtriser et améliorer les écoulements des eaux pluviales afin d'éviter les inondations des habitations de leurs administrés. Les administrés des hameaux tels que Baville, Saint-Arnoux et de la Petite Beauce attendent de la CCDH et du maire des actions préventives concrètes pour rétablir une situation normale des écoulements des eaux pluviales en cas de forte précipitation, étant donné que c'est une compétence gérée par la CCDH, voire GEMAPI. Les non-réponses faites dans les précédents comptes rendus de CM ne font que botter en touche, alors que rien ne bouge sur le terrain. Pourtant, M. Desilles est venu sur place l'été dernier à notre demande et a constaté les défaillances. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est voilà. Alors, Jean-Claude, je te laisserai répondre, hein, mais en tout cas, pour la partie qui concerne la CCDH, on ne peut pas laisser dire ni écrire que la CCDH n'a pas activé les actions relevant de la GEMAPI. Donc, depuis le 1er janvier 2018, donc la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations est une compétence communautaire. Le 1er janvier 2018, ce n'était pas le même président, donc voilà, mais je soutiens mon prédécesseur qui, avec les élus de l'époque, ont confié la compétence donc GEMAPI au syndicat d'abord CIPSO et ensuite au syndicat de l'ordre. Donc aujourd'hui, c'est une compétence qu'on a subdéléguée, on va dire, aux différents syndicats. Au sein de la CCDH, aujourd'hui, on a un élu qui participe au bureau, hein, voilà, c'est le maire de Val-Saint-Germain. Et au sein de la commune, on a aussi des élus qui participent au bureau. Donc les actions qui sont à mener, notamment à Baville, à Saint-Évroult et à la Petite Beauce, elles sont connues et de la ville et de la CCDH et elles sont suivies, chacun pour ce qui les concerne, dans leur responsabilité. À
avant que je te laisse la parole, Jean-Claude, je rappelle quand même à M. Levert que pendant le mois d'août, il est venu en mairie et moi j'avais la délégation de Jean-Marie au moment des congés. Et on a fait intervenir le département. Alors effectivement, la solution que donne le département, elle ne nous convient pas. Enfin, faut dire les choses très clairement, ça c'est juste. Mais néanmoins, à chaque fois que moi je croise, et j'ai recroisé Sophie Rigaud, qui est la vice-présidente en charge des voiries et de tout ce qui concerne ce genre de sujet, elle va revenir nous voir en janvier ou février 2022 pour qu'on règle le problème et avec les services. Voilà. Non, en fait, oui. Moi, je suis bien allé sur place, plusieurs fois d'ailleurs. C'était pas le nom de M. Levert, mais d'un autre riverain, qui, à ma connaissance, je ne sais pas s'il fait partie de M. Levert. J'y suis allé plusieurs fois, j'ai rencontré des riverains, et puis M. Levert, qui est aussi venu Jean-Claude. Si j'ai envie. En fait, j'ai rien entendu du tout, je peux recommencer. Non. J'ai fait un effort, mais là, j'ai plus envie de faire un effort. Donc, pour être clair, effectivement, on est allé sur le terrain. Je suis allé 2 ou 3 fois tout seul. Je suis retourné avec les gens du syndicat, avec les gens du département. Il y a un certain nombre d'actions qui ont été listées et qui, pour la plupart, ont soit déjà été mises en œuvre, soit en cours de mise en œuvre. Y compris des actions qui concernent l'agriculteur, qui a commencé des travaux en fait sur sa parcelle, et il a pris l'engagement de faire en sorte qu'il y ait un peu moins de saturation du réseau, notamment par les eaux de ruissellement, les eaux agricoles, et qui, de fait, emmènent forcément des limons, et les limons viennent bloquer toutes les canalisations, etc. Donc, en fait, il fait des travaux déjà à la sortie, entre guillemets, de ces champs. Donc, voilà, ça c'est un premier point. Il s'est engagé aussi à faire un curtage de la mare, à entretenir régulièrement donc, une espèce de fossé qui lui appartient, mais qui est un usage mixte, parce que nous on l'utilise aussi. Donc à entretenir ça, on a prévu de rajouter un avaloir à un endroit de la chaussée pour recollecter aussi les eaux. Enfin, il y a un certain nombre d'actions qui ont été listées, qui sont en cours de se mettre en place. Voilà. Mais comme on faisait remarquer sur la compétence des machines, c'est compliqué parce qu'il y a une partie qui est commune, mais il y a aussi une grosse partie qui est syndicat de l'Orge, et puis on est sur une départementale, on ne fait pas ce qu'on veut. Enfin, il y a tout le problème du fossé qui, avec les pierres là, qui a été remblayé avec les pierres avec un bras en dessous, qui récupère les eaux de saignement. Bon, là c'est de la responsabilité du département. Bon, il y a une grande discussion de fond sur le fonctionnement de la collecte des eaux à ce niveau-là. Il y a déjà eu des modifications de fait sur le drain. Donc dire, comme on disait, qu'il n'y a rien de fait, c'est toujours le même refrain. Et là, c'est que, comme partout, il ne suffit pas de claquer les joueurs pour ça. Il y a un délai de mise en œuvre, il faut entendre trouver les sous, il faut... Ok, merci. D'autres questions, d'autres remarques? Non. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Merci. Alors, le point numéro 10, c'est le rapport d'activité de la CCBH pour l'année 2020. Donc, réglementairement, ce rapport doit être présenté par le maire au conseil municipal. Donc, vous l'avez tous lu, vous le savez tous par cœur. Non, bon, après, je peux vous rappeler quelques points principaux, mais que la plupart vous connaissez déjà. Je ne vais pas vous dire qu'il y a 11 communes et qu'il y a 26 000 habitants, parce que ça, je pense que vous le savez tous. Conseil communautaire, on en a parlé tout à l'heure dans le pacte de gouvernance, 32 élus, et un bureau avec 7 vice-présidents et d'autres membres du bureau. En 2020, les élus ont été installés lors du conseil du 10 juillet. Moi, personnellement, j'avais oublié la date. Et puis, bon, l'année 2020, ce qui a marqué sur le plan de la gouvernance, c'était les élections municipales et communautaires et la crise sanitaire qui s'est ajoutée là-dessus.
puisqu'on a même eu une séance un peu particulière du Conseil communautaire où on avait des élus de l'ancien mandat et des nouveaux élus pour pouvoir avoir la continuité du service. Donc l'exécutif qui est installé en 2020 a souhaité moderniser la communication. Le logo a été changé. Je me souviens qu'il y a eu beaucoup de discussions au bureau à ce moment-là, et c'est toujours comme ça. Et puis le magazine de la CCDH, la maquette a été modifiée aussi. En RH, 85 agents sur 7 directions et services, donc ressources, petite enfance, action sociale, développement économique, communication et technique. Et le SIAS qui compte pour sa part 43 agents. Les dépenses de fonctionnement en 2020, donc 11 810 kg, et recettes environ 13 127 kg. Sur le plan des finances, donc les principaux postes de dépenses, c'est les reversements aux communes, les attributions de compensation, 20%, les autres reversements de fiscalité, dont on a parlé tout à l'heure du FPIC, pour 20%, la petite enfance pour 15% et les accueils de loisirs pour 11%. Les recettes principales de fonctionnement, bien sûr, les produits fiscaux et les dotations, 85%, et auxquels s'ajoutent les produits des services qui représentent 11%. En 2020, les dépenses d'investissement, 1404 kg, dont 487 kg de remboursement d'emprunt. Les principaux investissements de 2020, c'est la création du pôle petite enfance pour 113 000 € et les divers travaux sur les stades, 185 kg €, les gymnases pour 82 kg € et les centres de loisirs pour 42 kg €. Les équipements sportifs, donc bien sûr, comme vous le savez, ça fait partie des compétences. La CCDH gère les stades, son nombre de 8, et les gymnases, on en a 4 sur les 11 communes, et elle intervient pour tous les travaux d'entretien ou de rénovation. Et l'équipement majeur pour le territoire intercommunal, bien sûr, c'est le centre aqualudique Udolia, qui a quand même eu quelques soucis de fonctionnement en 2020, puisque avec la crise du Covid, on a eu 6 mois d'interruption de service. Mais par contre, ce qu'on peut constater, c'est que les périodes d'ouverture ont suscité un engouement fort du public, puisque la fréquentation pour l'ensemble de l'année est de plus de 63 000 entrées. Le SIAS, donc lui, il a son conseil d'administration, 5 services pour répondre aux besoins des personnes de plus de 60 ans ou porteuses de handicap, les soins infirmiers à domicile, l'aide et l'accompagnement à domicile, le portage de repas, le transport accompagnement et diverses interventions sociales. À titre d'illustration, le SIAD a réalisé plus de 18 000 journées de prise en charge en 2020 et le SAD plus de 18 000 heures de prise en charge pour environ 200 usagers. Le portage des repas, 26 500 repas qui ont été livrés à 144 bénéficiaires. Et le service d'aide sociale a reçu 367 personnes pour des permanences administratives et des demandes d'aide sociale. Oui. Combien de repas? 26 500. Pour la petite enfance, donc 3 structures d'accueil du jeune enfant gérées par la CCDH avec 122 places, 2 relais assistants maternels, 4 clubs de service, et donc 52 assistantes maternelles. En 2020, 211 enfants ont été accueillis dans les 3 crèches de la CCDH. L'enfance, la CCDH gère 4 accueils de loisirs sans hébergement pour les enfants de 3 à 13 ans, les mercredis des périodes scolaires et les vacances scolaires. Capacité totale d'accueil de 420 places, dont 210 à la Garenne à Dourdan et 120 au Sanglier à Saint-Chiron. Les enfants sont répartis selon leur commune de résidence, évidemment. La CCDH a déployé un nouveau portail famille pour faciliter les inscriptions. Un autre sujet, l'accueil des gens du voyage. Donc, bon, la gestion de l'aire d'accueil de Dourdan, où il y a 20 places, a été confiée au SIMGAV. Et du fait de son accessibilité et de ses équipements, l'aire est régulièrement occupée. En 2020, on était à 56% de taux d'occupation. Je préférerais qu'on soit à 100% et qu'on en ait moins ailleurs. Ça fait un autre débat. Développement économique. Donc, pour assurer un développement économique du territoire, la CCDH a mis en œuvre en 2020 différentes priorités stratégiques. L'aide à la création d'entreprises et des porteurs de projets.
l'accompagnement des entreprises du territoire à travers une base de données complète, la réalisation de diagnostics et d'études, des aides économiques par la participation au Fonds de résilience de la région pour un montant de 27 000 euros et des subventions exceptionnelles à l'immobilier d'entreprise pour 50 000 euros. Le service développement économique est resté aussi mobilisé pour accompagner les entreprises du territoire pendant la période de crise sanitaire. Il y a eu 460 contacts, dont 64 rendez-vous physiques dans les entreprises. Pour ce qui concerne l'emploi des jeunes, la CCDH adhère à la mission locale des Trois-Vallées et en 2020, ce sont 392 jeunes du territoire qui ont été accompagnés, dont 172 en premier accueil. La promotion du tourisme, elle est réalisée par le biais de l'Office du tourisme de Dourdan Tourisme. L'année 2020 a été marquée bien sûr par une forte baisse du nombre d'accueils et l'annulation de plusieurs événements phares, la foire Ventose, la fête médiévale, l'Urquois Folies, etc. Pour le numérique, on en a parlé tout à l'heure, le déploiement de la fibre optique par le syndicat Essol Numérique. Donc, on aboutit aux 4 jalons du territoire et pour tout ce qui concerne les travaux de génie civil, de câblage et de positionnement des armoires. Le plan climat, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est le document cadre de la politique de transition écologique de la CCDH. Et donc, en 2020, la construction partenariale a été adoptée, du programme d'action a été adopté et le Conseil communautaire a adopté le document en décembre. Et donc, il a, ce qu'on a dit tout à l'heure, il a vocation à être opérationnel par l'intermédiaire des actions qui sont précisées dedans. Collecte, traitement des déchets, donc ça, la CCDH le délègue au CIREDOM. Et donc en 2020, plus de 8 370 tonnes de déchets ont été collectées, dont 5 274 tonnes d'ordures ménagères. Et ce qui est quand même à souligner, c'est que pendant les périodes de confinement, le CIREDOM a mis en place un plan de continuité d'activité. Là, les collectes ont continué normalement et le traitement aussi. La gestion des milieux aquatiques, on s'est arrêté d'en parler, parce qu'on en a parlé, vous avez pas mal, la GENAPI. Et voilà, si vous avez des questions, vous avez les délégués communautaires, et en plus, vous avez le privilège d'avoir le président, donc on devrait y arriver si vous avez des questions. Donc, c'est qu'on a été très clair. Alors. Donc, de toute façon, c'est une prise d'acte. Donc, l'ordre du jour est terminé. Maintenant, il nous reste à traiter les questions diverses. Alors, je vais commencer par les questions de Saint-Chéron en avant. La première, parking situé à proximité de la ruelle de l'église à Félix. En octobre 2021, la mairie a indiqué aux riverains de ces 2 parkings d'ôter leurs voitures pour réaliser des travaux le lendemain. Malheureusement, les travaux prévus n'ont pas été réalisés aux dates prévues, mais les automobilistes ont bien reçu une contravention non justifiée. Saint-Chéron en avant demande au maire de procéder à l'annulation de ces verbalisations effectuées, alors que le planning des travaux annoncés n'a pas été respecté par ses services. Alors pour répondre, c'est très simple. Il y a eu des arrêtés d'interdiction de stationner qui ont été affichés. Ils ont été mis une semaine avant les travaux, comme on fait d'habitude. Sauf que le jour de la date prévue de début des travaux, il y avait une quinzaine de voitures sur le parking. Et donc, les travaux n'ont pas pu se faire. Par contre, les véhicules ont été verbalisés. Donc, et d'ailleurs, à la deuxième date d'intervention, il y avait encore 4 véhicules qui étaient stationnés malgré l'arrêté d'interdiction. On a quand même fait les travaux. Voilà. Et les 4 véhicules ont été verbalisés. Alors, j'aurais tendance à dire que ça s'est arrivé sur le parking de la ruelle de l'église à Félix, mais c'est un problème récurrent pour l'entretien. On a régulièrement ça, on met des arrêtés, on affiche les arrêtés, les services, en particulier les espaces verts, arrivent, on peut pas faire parce que les voitures sont toujours stationnées. La rue Racari, c'est souvent. La rue Racari, c'est l'exemple type. La rue Racari, le parking des Sablons, c'est la même chose. Donc, moi, de toute façon, les contraventions, on continuera à les mettre. Ensuite, la deuxième question. Demande plan d'action complémentaire GEMAPI. Quid de la CCDH, compétent GEMAPI, et de la commune de Saint-Chéron qui n'ont toujours pas réalisé depuis juin 2021 les travaux de prévention et de nettoyage des fossés du domaine public. Par exemple, entre la RD 132 et les mares faisant office de bassin de rétention,
En octobre dernier, à nouveau, des fortes pluies ont failli entraîner de nouvelles inondations. À quand la définition et la mise en œuvre d'un planning sérieux de maîtrise des risques d'inondation concerté entre la municipalité, le CCDH et le CG 91 pour tout le territoire de la commune? Donc, je pense qu'on a assez parlé de la GEMAPI, on a transféré à la CCDH qui confie ça au syndicat de l'Orge, je ne vais pas revenir là-dessus. La troisième question. À quand le planning de ramassage des feuilles sur la RD 132 et sur le chemin piétonnier longeant la route et emprunté par nos écoliers? Bon, la départementale, la 132 de toute façon, mais ça, M. Levert devrait le savoir, c'est de la compétence du département. Les feuilles, ben, nous, on les ramasse, hein, les chemins, partout où on peut, et quand, voilà. Ça tombe tout le temps, quoi. Ben, ça tombe tout le temps. Ça fait un jour, 2 jours après. Et je ne suis pas capable de faire un planning le 15 janvier pour l'automne. Le maire peut-il donner le numéro de la semaine prévisionnelle du prochain CM à défaut de la date prévisionnelle? Voilà, je vais faire plaisir à M. Levert parce que normalement, je dis bien normalement, s'il n'y a pas de modification, il y aura un conseil municipal le 16 décembre. Ensuite, les questions de l'ensemble pour Saint-Chéron. Nous avons remarqué que depuis plus d'un an, la gare SNCF ouvre très peu au public. Comment se fait-il que les voyageurs ne puissent plus attendre leur train à l'abri à l'intérieur de la gare, surtout en cette saison? Alors bon, c'est sûrement un problème. Moi, je ne gère pas la gare, c'est la SNCF qui la gère, donc il faut leur poser la question. Et par contre, nous, on va quand même interroger la SNCF sur ce sujet. 2. Le revêtement du sol devant l'entrée principale est particulièrement dégradé. La toiture et la peinture sont aussi détériorées. Les travaux sont-ils prévus? Il serait utile aussi de prévoir au sol des bandes de guidage, marques en relief pour les personnes aveugles et malvoyantes. Là, la réponse, c'est la même qu'à la question précédente. Voilà. Devant la gare, c'est pas la commune. Non, c'est la France, non. À une époque, on voyait la commune faire des travaux. En retrait, mais pas juste devant la gare. C'est là où il y a les bancs. C'est là où il y avait l'ancien Redbus qui a été défait à côté de. Ouais, mais là, des... la partie devant l'entrée de la gare, c'est la SNCF. Troisième question. Nous apprécions le fait d'avoir un espace de stationnement vélo, mais souhaiterions qu'il soit sécurisé contre les vols et le vandalisme. Est-il possible que ce lieu soit fermé, sécurisé avec vidéosurveillance, comme cela se pratique déjà dans le reste du département, pour y favoriser les dépôts de vélos? Ben, c'est pareil, le stationnement des vélos, c'est l'emprise SNCF. Donc on aura pas mal de questions à poser à la SNCF. Dans le cadre Là, c'est même IDFM. Mais peut-être IDFM. C'est IDFM, là. Voilà, dans le cadre du schéma mobilité avec le plan vélo, etc., la CCDH va se rapprocher de l'IDFM pour justement installer des véligos. Voilà, c'est vrai. Merci, bonjour. J'ai une autre question. Normalement, tu ne devrais pas. Tu peux toujours la poser quand même. Je suis navrée. Juste une question concernant les peintures. Les peintures, par exemple, ok, c'est un peu la vie. Concernant les peintures, ok, c'est adossé à la gare. Par exemple, quand on descend sur le quai direction Dourdan, c'est détérioré au niveau de la pancarte Saint-Chéron. Je voulais savoir, est-ce que c'est à nous, enfin, commune, ou encore une fois, c'est la... C'est sur l'emprise SNCF, c'est pas nous. Le souterrain, ça n'a rien à voir, entre guillemets, pour moi, la desserte des trains. C'est dans le tunnel, c'est ça? C'est juste au-dessus du tunnel, ouais. Bah, c'est la SNCF. Le tunnel, il est à la SNCF. Non? Oui, mais il y a eu une convention. Il y a une convention pour le tunnel, oui. D'éclairage du souterrain. Oui. Et le marquage. Ouais, le marquage, les pancartes, tu veux dire? Juste en dessous, en fait, il y a la peinture. Je prendrai des photos. J'ai une photo, je vous montrerai, mais... Oui, et puis, il y a une partie qui est... oui, dans le tunnel, la maintenance, l'entretien, c'est nous, puis l'éclairage entre autres, puisque par le passé, on a eu quelques soucis, on a dû le refaire 2 ou 3 fois parce qu'il a été vandalisé. Bon, apparemment, maintenant, ça... Non, voilà, maintenant, ça tient. Un éclairage blindé. Voilà. Heureusement, ouais. Ah ben, l'éclairage, il était détruit à peu près tous les 3 mois, quoi. Donc, pour ça qu'on a fait ça. Ah d'accord,
Quatrième question. SNCF Gare et Connexion lance un appel à projet afin de trouver et d'aider des partenaires proposant des activités et des services de proximité aux usagers et visiteurs dans les territoires. Qu'en est-il pour la gare de Saint-Chéron? Alors, la gare de Saint-Chéron, la commune de Saint-Chéron s'est bien inscrite dans le cadre de l'appel à projet. On a déposé une candidature et pour l'instant, on n'a pas eu la réponse de Île-de-France Mobilité. Donc, ça m'a été confirmé hier, mercredi. On nous attend des retours d'IDF2. C'est ça, voilà. Pas bloqué, ça, on attend. Il y a un délai normalement jusqu'à mai. Ah non, non, l'appel à projet, il est fini. Là, on en est au stade. Nous, on attend le choix. Oui, ils nous disent oui, on va ou pas. Au dépôt du dossier. Les infos qui indiquent que ça va jusqu'au mai. Est-ce que c'est le même projet ou On c'est peut-être pas le projet Quand- Millennium? Voilà. C'est ça. C'est le projet Millennium, c'est clôturé. C'est clôturé, il y a plus qu'à Et attendre les les réponses. candidatures sont On attend la clôturées depuis réponse juin. et de toute façon, On a candidaté. quand on aura une réponse que j'espère positive, on fera bien sûr une présentation sur les idées, sur ce qu'on va y faire. C'est grave, hein, parce que nous, c'est vrai que notre gare a été pour juin 2021. Peut-être qu'il y a d'autres groupes de gares et qui ont des échéances différentes. Oui, si je peux me permettre, ce n'est pas juste les collectivités ou les mairies, c'est Non, aussi c'est les tout, c'est les entreprises. entreprises. c'est les ouvert à tout le monde. Tu aurais pu candidater, hein, tu peux candidater sur une gare qui est ouverte à ce projet-là. Chez nous, c'est clôturé. Très bien. Alors, cinquième question. Est-ce que la borne CAF est fréquemment utilisée? Qu'en est-il de la confidentialité et discrétion pour l'utilisateur avec son dossier? Pourquoi le lieu est-il si exigu, à la vue et à l'écoute de tous? Est-ce bien à la secrétaire de l'accueil de la mairie de gérer l'aspect pédagogique de l'utilisation de cet espace qui rajoute un surcroît de travail? Est-il prévu d'embaucher un salarié pour ce poste? Donc, la borne CAF a été installée très récemment et donc les statistiques de fréquentation ne sont pas vraiment significatives à ce jour. Hein. On a commencé il y a un mois de ça. Donc, compte tenu de la date récente de démarrage, le lieu d'installation a été validé en accord avec la CAF, tant sur le périmètre d'installation que sur la confidentialité. Et l'agent qui accompagne le public est un personnel du CCAS qui a été formé spécialement pour répondre et accompagner les usagers du service. Hein, donc, ce n'est pas un simple agent d'accueil. Par ailleurs, donc, le point CAF permet aux usagers de se connecter sur la CAF, mais sur d'autres sites publics, tels que les impôts, la sécurité sociale, Pôle emploi, etc. Hein, donc, on a ouvert en fait cette borne à tous les services publics pour que les personnes qui n'ont pas accès à un ordinateur puissent effectivement, maintenant que la dématérialisation se développe de plus en plus, puissent effectivement donc, faire leur démarche en ligne. Parce que si jamais, là c'est la discussion, s'il y a des personnes qui sont reçues aussi en même temps dans les bureaux qui sont... Alors, actuellement, ça marche sur réservation. Hein, donc, ils réservent. Alors, bien entendu, s'il y a une personne qui vient et que bon, la borne n'est pas utilisée, elle est accessible à une personne sans avoir automatiquement besoin d'un agent. Donc, elle est accessible à l'usager. L'usager se connecte. S'il a des difficultés, il peut faire appel donc à l'agent qui est là pour l'aider à naviguer sur le site service public. Mais il n'a pas obligatoirement besoin d'un agent pour venir sur la borne CAF. En fait, c'est des accès, c'est pas des rendez-vous. Voilà, la personne, elle a accès à un point internet qui lui donne accès à la CAF. On a la même chose à la TCDH, situé à l'accueil également, et avec une personne dédiée ou deux personnes dédiées compte tenu de voilà, mais pour intervenir ponctuellement. Mais, enfin, ça donne accès aux gens qui n'ont pas internet chez eux et ceux qui ne maîtrisent pas l'outil de pouvoir éventuellement se faire assister sur sur l'usage de l'outil, mais il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de face à face, il n'y a pas de discussion quelque part. Ça ne règle pas les situations. Voilà. Il faut régler les situations, ça sera sur le côté CCAS et non pas sur le. C'est aussi parce que il y a pareil, c'est juste une petite
parenthèse, quand on rentre dans l'ordinateur, il semblerait qu'apparemment les données qui sont rentrées dedans doivent rester vraiment pour l'usager et à personne d'autre. Donc du coup, je parle du mot de passe et des choses comme ça, qui doivent vraiment rester privés. Et donc, s'il doit être aidé, ça pose quand même un petit souci. Alors après, il faut faire le choix. Si on doit aider la personne, après, l'agent n'est pas là aussi. L'agent est tenu à la confidentialité et d'autant plus que c'est un agent du C16, donc il connaît beaucoup de choses sur la vie de la personne pour pouvoir aider. Donc là, on ne peut pas après demander de l'aide si après on ne peut pas avoir les informations. Et c'est quand même la personne qui va saisir son mot de passe. C'est pas de récupérer les informations de la personne, c'est de pouvoir aider la personne pour qu'elle accède à ces données, à ces informations à elle. C'est de l'assistance. C'est de l'assistance. S'il y a des personnes autour, par exemple. Il y a des panneaux autour. Il y a des panneaux. Donc il est là. Le brise, moi personnellement, je ne l'avais pas vu. Donc il y a autour, il n'y a aucun problème. Voilà, et c'est bien ce qui a été dit tout à l'heure, ça a été validé par la CAP. Mais l'idée, encore une fois, c'est de donner un point d'accès et éventuellement un point pour imprimer aussi. Voilà. Tu as des gens qui viennent juste pour imprimer leurs documents, parce qu'ils n'ont pas d'imprimante chez eux, ils se connectent ici, ils impriment, ils s'en vont. Voilà. Tu as des gens qui ne savent pas faire s'imprimer. Il faut leur dire, il faut cliquer là pour imprimer. Bien sûr. La dernière question. Après les travaux terminés de la rue du Coteau-Nord et de la rue Traversière, est-il envisagé des travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs de l'avenue de Dourdan, notamment au-delà de Carrefour City? Donc, Claude, je peux répondre. Si, je fais en fait, la chaussée a été refaite par le département il y a environ 2 ans. Oui. Donc, normalement, elle est en bon état. Ensuite, c'est toujours le problème des départementales, parce que la chaussée, on traverse tous les départements, mais les trottoirs, c'est la départementale. Donc, pour les trottoirs, aujourd'hui, il n'est pas prévu de les refaire. Là, on n'a pas prévu de l'illégal refaire les trottoirs. Par contre, ce que l'on fait, c'est que régulièrement, on intervient ponctuellement, notamment à cause des arbres. Comme vous savez, c'est ce qu'on a rencontré ici, c'est mouvement, les racines qui montent le sol. Donc, on est déjà intervenu 2 ou 3 fois. Et effectivement, entre Carrefour City et puis l'entrée du groupe, le centre-ville, parce que là, il y a effectivement des racines qui remontaient. On a détourné les racines, on a un peu raboté les racines. Pour refaire un surfaçage du produit. Donc, ce sont que des actions complètes pour l'instant, il n'y a pas de reprise complète de vue linéaire. C'est potentiellement un gros budget. Non, je ne te regarde pas. J'attends toujours ton plan pluriannuel. Et tu me diras quand tu feras ton plan pluriannuel, on en parlera. Donc, ce conseil est terminé. Quasiment un point d'information. Donc, on l'a dit tout à l'heure, prochain conseil, normalement le 16 décembre. Et aussi, ce qu'on a évoqué tout à l'heure concernant la ZAC et les noms de rues, on organisera une réunion publique le 11 décembre à 10h, ici, pour justement présenter le choix qui a été fait des noms de la ZAC et aussi une présentation de l'avancement du chantier. Donc, il est juste 22h, on peut clôturer ce... C'est magique,